Bienvenue sur Super Microbiologiste, le podcast des microbiologistes qui font du contrôle qualité. Alors ici, on est parti d'un constat qui est simple. Nous, les microbiologistes, on a plus d'échanges avec nos boîtes de pétri qu'avec les autres microbiologistes. C'est pas qu'on aime ça, mais la plupart du temps, on est obligé. On n'a pas le temps, pas le budget, ou simplement pas l'occasion. Ce podcast, on l'a justement pensé pour qu'il soit écouté au labo pendant les manipulations. Son objectif est de voir ce qu'il se passe ailleurs et de créer des passerelles entre nos laboratoires. On y recevra des microbiologistes qui viendront nous parler de leur métier, de leur labo, de leur contamination, de leurs galères, mais aussi de leur réussite, parce que bien évidemment, il y en a plein. Bref, sur Super Microbiologiste, on cultive les bactéries, mais aussi les idées. Alors, installez-vous, montez le son, parce que votre PSN peut être un peu bruyant. Ça démarre. Allez, c'est parti. Et ben, tout d'abord, bonjour Ségolène. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast pour parler de la validation des désinfectants. C'est tout un programme, ça va être un podcast assez long et je suis content de l'aborder avec toi parce que ça fait longtemps que j'entends ce terme de validation des désinfectants. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la microbiologie. Et après une dizaine d'années, si tu poses pas les bonnes questions, au final, tu as un peu peur de passer pour un idiot. Donc là, je vais enfin pouvoir revenir en arrière, reposer des questions assez basiques sur la validation des désinfectants et j'attends de toi de te challenger un petit peu pour que tu m'apportes des réponses que je puisse comprendre. Donc ça, c'est tout un challenge. Et puis, je voulais dire, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que j'aime beaucoup discuter microbiologie avec toi. On a la chance de se rencontrer de temps en temps sur les salons, par téléphone ou en visio. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une question microbio dans le domaine du pharmaceutique, eh ben, je sais que je peux toquer à ta porte parce que j'aurai une réponse et t'en connais un sacré rayon. D'ailleurs, tu as écrit un article pour le blog de Super Microbiologie, ce qui concerne les températures d'incubation, le choix des températures d'incubation pour les contrôles environnementaux. Et je dois dire que c'est un carton. C'est un des articles les plus lus sur le blog en français et en anglais. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Allez, on se lance Merci dans à la toi. validation. On se lance dans la validation des désinfectants. Alors déjà, Ségolène, est-ce que tu peux te présenter? Oui, j'en profite quand même pour te remercier. Merci pour l'invitation et ça me fait également plaisir de travailler avec toi du coup sur ce podcast. Donc pour me présenter, je m'appelle Ségolène Lebrun, j'ai 32 ans. Je suis spécialisée en microbiologie, formation de base vraiment en microbiologie. J'ai commencé, dans les laboratoires à la paillasse. Et donc j'ai travaillé, principalement les premières années, dans l'industrie des dispositifs médicaux. En tant que technicienne d'abord et puis après j'ai évolué sur des postes, de responsable de laboratoire et ensuite, responsable de laboratoire et assurance de stérilité. Voilà, j'ai glissé doucement vers l'assurance de stérilité, la maîtrise de la contamination, mais tout en gardant ce socle, microbiologie qui me tient particulièrement à cœur. Et depuis, presque 5 ans maintenant, je suis consultante du coup pour les industries de santé, donc industrie pharmaceutique, dispositifs médicaux, l'hospitalier aussi un petit peu et voilà, donc j'interviens sur tout type de sujet en lien avec la microbiologie, la maîtrise de la contamination et l'assurance de stérilité. Ok, super. Alors, la validation des désinfectants, avant de se lancer et de parler de la validation en elle-même, j'aurais voulu qu'on revienne sur le principe de désinfection, de nettoyage. En pharma, pourquoi est-ce qu'on désinfecte? Alors, ouais, c'est une vaste question. En pharma et j'allais dire même, dans les industries, qu'on va pouvoir qualifier de propres, donc ça va s'appliquer, aux dispositifs médicaux, aux produits de santé, en général, même les cosmétiques et même en agroalimentaire si on considère, ça comme une industrie propre. À partir du moment où on veut avoir une maîtrise finalement, de la contamination, microbiologique, on va avoir besoin, de désinfecter. On désinfecte finalement, pour pouvoir réduire la charge microbienne qu'on va avoir, sur une surface. Parce que oui, on ne désinfecte qu'une surface, c'est important, on en parlera peut-être un petit peu, tout à l'heure. Hem Voilà, à partir du moment où on a besoin de réduire cette charge microbiologique, on va avoir, différents modes, d'application, de produits, différents qui vont pouvoir intervenir pour maîtriser cette charge microbienne, pour maîtriser aussi le type, hem, de micro-organismes qu'on va avoir sur les surfaces et donc c'est en connaissant, ce qu'on a et en
connaissant ce qu'on ne veut pas, vers quoi on veut aller en fait, qu'on peut, adapter, sa manière de désinfecter, les produits qu'on va utiliser et voilà, la manière dont on va le faire. D'accord. Et donc dans une zone de production pharma, qu'est-ce qu'on désinfecte en fait? Est-ce que c'est sous un RAPS uniquement? Est-ce que ça peut être la salle? Donc en fait, oui, on va, dans une salle propre, on va, désinfecter l'ensemble des surfaces. Finalement, les salles propres sont régies par un certain nombre de normes, donc on a l'ISO 14644, notamment pour les quantités de particules et puis derrière, notamment en pharma, en fait, on va avoir, les BPF et l'annexe 1 pour le pharma stérile qui va nous donner, en fait, des spécifications, microbiologiques, à respecter, que ce soit dans l'air et sur les surfaces et ces spécifications microbiologiques, en fait, pour les atteindre, on va devoir désinfecter les surfaces et c'est l'ensemble, des surfaces, d'une salle propre qui doivent atteindre les spécifications données pour les surfaces en fonction du niveau de propreté de cette salle propre et donc du coup, c'est vraiment l'ensemble des surfaces de la salle propre qu'on va devoir désinfecter. Donc ça part du plafond, les murs, les sols, l'ensemble des équipements, l'intérieur aussi, des équipements, donc l'intérieur des cuves où on va faire les mélanges, l'intérieur, des équipements qu'on va appeler les technologies barrières, donc tout ce qui va être, les RAPS, les isolateurs, mais aussi les PSM, par exemple, qu'on peut utiliser en biotechnologie. Donc vraiment l'ensemble des surfaces et on n'oublie pas, voilà, les EVC aussi, les éléments vecteurs de contamination, donc tout ce qu'on connaît comme poignées de porte, les paillasses et cetera. Tous ces éléments qu'en fait, on va pouvoir toucher ou qui vont pouvoir entrer en contact avec, du matériel. Voilà, vraiment, on va décontaminer, désinfecter l'ensemble de ces surfaces. Et justement, cette désinfection, on l'a fait à quel moment? Est-ce qu'on l'a fait entre deux productions de l'eau? Pendant une production, est-ce qu'on peut nettoyer? Voilà, c'était plutôt ça la question, c'est à quel moment est-ce qu'on désinfecte? En fait, on va désinfecter tout au long de l'utilisation de la salle propre et même lorsque finalement on ne l'utilise pas, c'est-à-dire que si on a des arrêts de production, par exemple, le week-end parce qu'on ne fonctionne pas, en continu ou même si on a un arrêt de production qui est un peu plus long, par exemple, on a des fabricants qui vont travailler en campagne et qui ne vont pas produire, par exemple, pendant 1 mois, 2 mois, ça peut arriver, sur certains sites. Mais même pendant ces périodes-là, en fait, il faut quand même entretenir, les salles propres. Elles doivent quand même, à partir du moment où elles sont en fonctionnement, elles doivent quand même pouvoir répondre à tout moment, aux critères qui sont donnés, dans la réglementation en termes de spécifications, microbiennes et particulières. Donc du coup, va falloir établir un programme, de décontamination, des locaux qui comprend du coup un nettoyage, une désinfection, éventuellement, une décontamination, sporicide et ça, ce programme-là, bah, oui, on va l'adapter en fait, aux périodes de production. C'est-à-dire que, si on a des périodes de production plus intensives, si on est, en week-end, ou si on produit pas pendant, quelques mois, bah, on va adapter la fréquence. Par contre, on va entretenir, tout le temps. OK, d'accord. Même pendant la production d'un lot, on peut avoir des désinfections? Oui. OK. Même pendant. Alors après, si on est, vraiment, par exemple, si on prend le cas de la production d'un lot, dans un isolateur, bien évidemment, on va pas venir faire une désinfection de l'isolateur, pendant le lot. Par contre, ce qu'on peut avoir, voilà, dans ces enceintes fermées, ce qu'on appelle les technologies barrières, il faut même avoir des procédures, spécifiques de réaction, en fait, en cas de ce qu'on appelle chute, casse, déversement, de produits. Et donc ça, c'est des procédures spécifiques qui vont rentrer dans la procédure de décontamination, globale de l'équipement, mais pour lequel, on va devoir, procéder à un nettoyage et une désinfection si nécessaire, pour retirer la contamination et ce, même pendant le lot. OK. Donc en faisant attention, évidemment, à ne pas contaminer, le produit. En cas d'incident, en fait, il faut déjà avoir C'est ça. prévu ce OK. Hem, je sais comment moi, nettoyer, alors nettoyer ou désinfecter, mon sol chez moi, mais dans une zone de production, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des serpillères? Est-ce qu'il y a des sprays? Est-ce que c'est du DSVA? Ouais, comment est-ce que c'est fait?
Alors, tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé de DSVA, on y viendra. La DSVA, ça veut dire désinfection des surfaces par voie aérienne. Effectivement, on est dans une salle propre, on est dans un environnement qui est maîtrisé, donc on ne peut pas, faire le «ménage» entre guillemets, comme on le fait chez soi. On peut pas utiliser d'éponges, les éponges, on sait que c'est des nids à bactéries. On peut pas utiliser de serpillière, c'est le même problème. Donc effectivement, on va avoir, du matériel qui est adapté, du matériel qui est adapté, en fait, à la maîtrise de la contamination pour ne pas apporter la contamination et pour pas la retenir, la disséminer, en fait, quand on va, faire les opérations de nettoyage et désinfection. On va aussi avoir du coup des produits qui sont spécifiques. On va avoir des produits nettoyants, on va avoir des produits désinfectants, on va avoir des produits qui sont désinfectants sporicides, donc avec, des actions en fait, particulières. Et puis, en complément, on va pouvoir, utiliser, des choses qu'on n'utilisera jamais chez soi. Donc par exemple la DSVA ou ce qu'on connaît aussi sous, le nom de VHP plutôt dans les enceintes. Donc c'est le principe de désinfection des surfaces par voie aérienne. En fait, c'est un produit qu'on va venir, heu, je vulgarise un peu, mais pulvériser, nébuliser en fait. C'est un produit, souvent avec, du peroxyde d'hydrogène, qui a ce pouvoir, sporicide. Le peroxyde d'hydrogène, on le connaît tous sous le nom de l'H2O2, d'accord? Qu'on peut avoir dans notre salle de bain. Ce produit, il a, une efficacité particulière sur, tout ce qui est micro-organismes, sporulés, notamment donc, les spores, les moisissures et donc du coup, voilà, on va vraiment l'utiliser. Alors, j'allais dire un peu en mode optionnel ou en mode routinier si on l'a défini dans notre procédure de décontamination au sein de nos locaux. Donc, il y a des industries qui l'utilisent pas en systématique, hein, la DSVA, mais qui vont l'utiliser plutôt en réactionnel ou plutôt, après un arrêt technique, après voilà, avoir vraiment sali les locaux, ils vont venir nettoyer, désinfecter et faire une DSVA pour être sûr entre guillemets que c'est bien propre avant de reprendre. Et puis il y a aussi des industries qui ont inclus ça dans leur programme de décontamination et qui l'utilisent, un peu plus régulièrement. En tout cas, on n'a pas d'obligation, vis-à-vis de la réglementation, même dans le pharma, d'utiliser la DSVA, en fait, dans les locaux. Par contre, ce qu'on a en systématique, c'est le fameux VHP. Donc c'est la fameuse vaporisation, de peroxyde d'hydrogène, dans les enceintes comme les isolateurs. Et ça, en fait, dans ces enceintes qui sont des classes A, on est obligé d'avoir le VHP justement pour pouvoir, finir, correctement la désinfection et la sporicidie sur l'ensemble des surfaces. Donc ça, c'est en plus de toutes les autres actions mécaniques qui ont eu lieu auparavant. Tout à fait. OK. Et alors juste concrètement les sols, c'est s'il y a pas de serpillière, c'est quoi? C'est des lingettes qui sont, des lingettes en usage unique qui sont, imbibées avec un désinfectant et qu'on passe ou Alors concrètement, il y c'est a autre chose? plusieurs types de solutions. Donc il y a effectivement la lingette à usage unique qui est, largement, répandue, parce que c'est plus simple, parce que en termes de maîtrise de la contamination, on achète une lingette qui est déjà propre, qui est, aparticulaire si on le veut. Elle peut même être stérile pour les environnements de classe A et B. On sait que c'est une obligation d'avoir, du matériel stérile, des désinfectants stériles, donc c'est beaucoup plus simple, et donc c'est ce qui est largement, utilisé. Mais il existe aussi en fait de ce qu'on appelle des mops. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pour le coup retrouver chez soi. C'est pas de la serpillière, hein, c'est évidemment, adapté, mais c'est du réutilisable. Et donc là, dans ces cas-là, si on fait le choix en fait, du réutilisable, il y a tout un tas de questions qu'il va falloir se poser en fait dans son programme de décontamination, sur, le nombre de cycles où j'utilise, ce matériel réutilisable. Comment je le nettoie? Comment je le désinfecte? Est-ce que c'est fait en interne? Est-ce que c'est sous-traité? Donc il y a des sociétés spécialisées qui le font. Voilà, l'efficacité dans le temps et cetera. Donc ça, c'est tout un tas de questions et pour le coup, là, je suis pas une grande spécialiste, mais il y a des sociétés qui vendent ce type de solution et qui sont, largement à même de répondre, aux interrogations éventuelles des auditeurs. Et chez l'industriel, qui est-ce qui fait ce nettoyage? C'est des techniciens, spécialisés dans le nettoyage? C'est des sociétés extérieures qui viennent le faire ou comment est-ce que c'est géré? Parce qu'on se rend Alors compte tu en mets le fait doigt dans un sujet. quand tu le décris, on se rend Oui. compte que c'est quand même hyper complexe entre, les Mmh. surfaces, les murs, il y a une certaine attente de résultat aussi. Faut pas que ce soit fait à la va-vite. Enfin, j'imagine que c'est assez complexe, de faire ces nettoyages.
En fait, c'est complexe et tu mets le doigt dans un sujet qui est assez fâcheux, en fait, sur les sites industriels. On a les 2 cas. Alors, c'est-à-dire que enfin, même on en a même 3 cas. On va distinguer 3 cas. On a le cas des sites, industriels, où c'est effectivement, les opérateurs, de production, qui vont, faire, la décontamination des locaux. On a des sites industriels où c'est, sous-traité à des sociétés qui sont, plus ou moins spécialisées, on va dire, je vais y revenir. Et puis on a aussi le troisième cas qui est un mix des 2. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vont faire le choix, par exemple, de faire entretenir, les zones, de classe C et D, par exemple, par des, sociétés spécialisées qui vont aussi leur faire en général les zones tertiaires, hein, donc les bureaux et cetera. Et puis, plus on va s'approcher des zones critiques, alors pour ceux qui en ont, parce que on n'est pas obligé d'avoir des zones de classe A et B, mais dans ces cas-là, aussi pour des facilités d'opération et cetera, c'est, parfois plus, les opérateurs de production qui vont faire ces opérations-là. Pourquoi je disais que c'était fâcheux? Puisque, ça pose toujours beaucoup, beaucoup de questions. Voilà, quand on veut, mettre en place, un programme de décontamination des locaux, on se pose la question: «Qui va le faire?» En général, il y a pas grand monde qui a envie de le faire, hein. Pourquoi? Parce que c'est des opérations qui sont complexes, c'est des opérations qui sont aussi, critiques, où voilà, il faut que ce soit bien fait. Ça peut avoir des conséquences si c'est mal fait. On va aussi facilement se tourner vers les opérations de décontamination des locaux quand on va faire une investigation, quand il y a quelque chose qui va pas. Donc forcément, bah, on n'a pas envie qu'on revienne vers nous: «Mais est-ce que tu es sûr que tu as bien nettoyé?» et cetera. Donc voilà. Et puis, bien souvent, je te disais, bah, quand c'est fait en interne sur le site, c'est très souvent les opérateurs de production qui le font. Et le premier réflexe des opérateurs, en tout cas des responsables des opérations, ça va être de dire: «Bah, c'est pas à nous de le faire, nous on est là pour fabriquer». Voilà. Ouais. Et ça enfin, ça peut s'entendre, hein, là, il y a absolument pas de jugement de valeur là-dedans. Oui, enfin, ils sont là pour fabriquer, mais ils sont là pour fabriquer dans de bonnes conditions. Et ces bonnes conditions, comment on les obtient? Alors, on peut les obtenir avec une société, spécialisée qui va venir le faire. Maintenant, voilà, il y a de tout en société spécialisée. Et je sais que, voilà, il y a beaucoup de clients qui en reviennent aussi parce que, ils ont des soucis avec leur société, de nettoyage, hein, Sous-traitance, ouais. Ouais. de sous-traitance. Voilà. Et le souci, en fait, surtout qui revient beaucoup, c'est du souci parfois avec, des personnes en particulier, donc des agents d'entretien en particulier, donc qui manquent, de sérieux, de formation, enfin bon, tout un tas de critères. Donc on se dirait: «Bon, bah, au bout d'un moment, la relation ne fonctionne plus avec mon prestataire de nettoyage, bah, je vais en changer». Le problème, c'est que les contrats, comme ils sont faits, actuellement au niveau national, c'est que les agents d'entretien sont attachés au site. C'est-à-dire que même si le client change de prestataire, de nettoyage, en fait, bah, ils vont changer de chef, mais les agents vont rester en Ah place. d'accord. Parce qu'ils sont Voilà. habilités à rentrer dans les zones et que ce serait trop compliqué d'en habiliter d'autres ou c'est juste une question de contrat? Non, c'est une question de contrat. OK, En fait, c'est pour garantir l'emploi des personnes et bah, OK, ne pas voilà, si on les change tout le temps de clients, ils vont tout le temps changer de lieu de travail. Donc en fait, ils sont attachés OK. à ce lieu de travail et voilà, ils travaillent pour une société X et bah, si le client décide de passer à la société Y, bah, en fait, il va avoir la société Y. Ils vont changer tous les chefs et cetera. Ça sera pas la même société. Par contre, les agents d'entretien seront les mêmes. Attention, je remets pas la faute sur, tous les agents d'entretien, mais c'est vrai que quand on constate des problématiques avec des sociétés, de nettoyage, bah, c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. Voilà, des personnes qui manquent peut-être un peu de sérieux, des personnes qui manquent de formation ou que c'est compliqué, de former. Voilà, donc il y a beaucoup de sociétés qui en reviennent et comme elles sont un petit peu, excuse-moi du terme, mais un petit peu coincées du coup, avec, ces sociétés, prestataires et ben, elles décident, parfois par la force des choses, en fait, de réinternaliser, Ouais. ces opérations-là quand c'est possible. Parce qu'en fait, quand tu as un site industriel qui est immense, bah, et que tu as énormément de zones à nettoyer, que plus tu avances, vers le propre et plus tu nettoies fréquemment et plus les opérations sont longues et cetera, bah, tu peux pas passer ton temps, à nettoyer et on en revient à l'argument en fait, des fabricants de dire: «Bah, mais nous on est là pour fabriquer quoi». Donc à un moment donné, on peut pas passer notre temps à nettoyer. OK, ça se comprend. Voilà. OK, alors depuis tout à l'heure, on entend, nettoyage, désinfection, décontamination. Est-ce qu'il y a une Mmh. différence entre tous ces termes-là?
est-ce que je peux utiliser l'un ou l'autre sans me faire taper sur les doigts par quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a vraiment, faut faire attention à ce qu'on dit quand on utilise l'un ou l'autre des termes? Ouais, je suis la première à taper sur les doigts des gens qui utilisent mal le terme, donc attention à comment tu les emploies. Non, effectivement, nettoyage, désinfection, décontamination, ça ne veut pas dire la même chose. Je vais essayer de te faire une explication, brève et rapide et puis si jamais tu veux qu'on entre un peu plus dans le détail, tu me diras. Le nettoyage, c'est, une opération qui a pour visée en fait, de, réduire, d'éliminer, sur les surfaces la quantité de, particules et de résidus. Donc quand on parle de résidus, on va penser en fait aux résidus, chimiques, éventuellement les traces de produits et cetera. Donc le nettoyage, ça a vraiment une visée en dehors, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure de la désinfection, donc de réduction de la charge microbienne. Quand on veut, nettoyer, en fait, on va appliquer un produit, qui va avoir une action, détergente. Alors à savoir que, ce produit finalement, ça peut être l'eau. Je m'explique dans le sens où, si on sait qu'une surface en fait elle est pas, contaminée par des résidus chimiques ou de produits, mais qu'on veut faire ce qu'on appelle un nettoyage particulaire, on peut utiliser l'eau en fait qui va avoir cet effet de décrocher, de casser les forces en fait électrostatiques entre, les particules et la surface et avec la bonne quantité d'eau bien sûr, et en fait on va venir du coup décoller, décrocher et avec une action mécanique, on va venir récupérer ces particules. C'est le même principe du coup pour des résidus chimiques, sauf que là, c'est ce que je dis, il faut venir appliquer en fait un produit, ce qu'on appelle un détergent. Et ce détergent, en fait, il va avoir le même but, sauf que c'est un détergent chimique. C'est l'équivalent de ton liquide vaisselle à la maison ou ton savon dans ta douche. En fait, on va venir décrocher chimiquement les résidus d'une surface. Et on le sait, c'est plus ou moins difficile, quand on veut, nettoyer un plat à gratin ou si on veut juste, rincer sa casserole où on a fait cuire les pâtes, ça va pas être la même difficulté, en fait, à nettoyer notre surface. Et donc quand on fait un nettoyage, on dit qu'en général, on nettoie avec du tact. Pourquoi? Parce qu'on nettoie avec du tact, c'est, l'acronyme pour, retenir le temps, l'action mécanique, la chimie et la température. OK. C'est-à-dire que ce sont les éléments qui vont venir influer sur l'efficacité de ton nettoyage. Voilà, donc tu le vois quand tu fais la vaisselle, tu as ton plat à gratin qui est bien encrassé, tu vas mettre du liquide vaisselle et puis tu vas mettre de l'eau chaude, tu vas laisser tremper. Donc là, tu vas agir sur le temps, tu vas agir sur, la chimie avec ton liquide vaisselle et sur la température parce que tu as mis de l'eau chaude. Si tu mets de l'eau froide, ça fonctionne moins bien. Disons que tu devras frotter plus fort. Donc forcément, si tu agis plus sur l'un, tu vas réduire l'autre et c'est un peu le principe, voilà, du nettoyage. Ce qui est essentiel aussi à comprendre dans le nettoyage et c'est ce qui est oublié tout le temps et on me dit tout le temps: «Oui, alors c'est nettoyage plus rinçage». Non, le nettoyage comprend le rinçage parce qu'un nettoyage, c'est une phase, de décrochage et une phase d'élimination. C'est-à-dire que, je te prends l'exemple tout simple, tu veux te laver les cheveux, tu vas te mouiller la tête, tu vas mettre du shampoing et tu vas pas sortir de la douche en te disant: «C'est bon, mes cheveux sont propres». Tu vas rincer le shampoing, d'accord? Parce que si tu ne rinces pas le shampoing, tu vas avoir les cheveux tout poisseux. Et là, c'est le même principe, sauf que c'est quelque chose qui est très, très souvent oublié. Le nettoyage, c'est forcément suivi, enfin, ça comprend forcément une phase d'élimination. Une phase d'élimination, c'est une phase de rinçage, d'essuyage à sec, d'essuyage humide, éventuellement d'aspiration. On pense par exemple, tu sais, quand tu fais les vitres, tu viens aspirer là avec ton petit aspirateur racleur. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va te permettre de retirer cette eau et ce produit détergent que tu as mis sur ta surface pour décoller les résidus. Pourquoi? Parce que si tu ne viens pas éliminer, ce que tu as décollé de ta surface, quand l'eau va s'évaporer, puisque c'est de la physique, à un moment donné, l'eau va s'évaporer, tu vas avoir les résidus et le produit détergent qui vont retomber sur ta surface et se réincruster. Comme avec tes cheveux poisseux, si tu ne les rinces pas en sortant de la douche. Donc ça, c'est le principe du nettoyage. La désinfection, ça sera un petit peu plus rapide, c'est un peu plus simple. C'est de viser en fait à réduire une charge microbienne. Alors, ce qui est important et ce que je te redirai certainement pendant le long de ce podcast, c'est qu'on ne peut désinfecter qu'une surface qui est propre. OK. D'accord? Donc Donc, nettoyer. c- C'est voilà, donc nettoyage, nettoyer. désinfection. OK. C'est nettoyage, désinfection. Si on est amené à faire une désinfection sur une surface qu'on n'a pas tout de suite préalablement nettoyée, c'est qu'on sait qu'elle est propre. Voilà.
c'est qu'on la considère propre. Si tu, renverses, du caramel sur ta plaque de cuisson, tu vas pas passer un désinfectant parce qu'en fait, tu vas juste étaler ton produit. Tu vas d'abord faire un nettoyage et puis éventuellement, si tu es un petit peu psychorigide des micro-organismes, tu vas ensuite faire une désinfection. En tout cas, la désinfection, du coup, elle vise vraiment à réduire une charge microbienne sur une surface. Et donc du coup, cette désinfection, en fait, ça va se faire avec un produit, du coup, qui est désinfectant, donc qui a un certain pouvoir et on en parlera certainement plus tard, sur différents types de micro-organismes. Et ce qui va faire l'efficacité d'une désinfection, c'est, le temps de contact et c'est pas forcément l'action mécanique. On peut améliorer l'efficacité d'une désinfection avec l'action mécanique, mais c'est vraiment le temps de contact un petit peu le critère magique. Et forcément, si on veut avoir un temps de contact, sur une surface dans une salle propre, il faut aussi une certaine quantité de produit. Pourquoi? Parce que dans une salle propre, on a des renouvellements d'air, on a un flux d'air qui fait qu'une surface va sécher d'autant plus vite que, ce qu'on a à la maison. Donc si on met pas assez de produits, si on ne maîtrise pas en fait le mode d'imprégnation, de notre lingette, voilà de ce qui va nous permettre d'appliquer le désinfectant sur la surface, on risque de pas mettre assez de produits, ça va sécher trop vite et si ça sèche trop vite, on n'a pas le temps de contact, voulu, pour détruire les micro-organismes qu'on souhaite. En tout cas pour réduire la charge microbienne. Et puis la décontamination, en fait, c'est, le processus, global. C'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure de la décontamination des locaux, parce qu'en fait, c'est le processus qui comprend nettoyage, désinfection et qui inclut éventuellement, la partie sporicidie. Alors la sporicidie, ça reste un mode de désinfection, mais c'est un mode de désinfection avec un produit qui est spécifiquement efficace sur les spores. Ok. Bon, ça me paraît clair. N'hésite pas à me taper sur les doigts si jamais j'utilise le mauvais terme parce que c'est une habitude depuis des années et on n'en change pas aussi rapidement. Juste pour finir sur la désinfection, donc on utilise un désinfectant. Est-ce qu'il y a des objectifs précis en termes de désinfection? Est-ce que c'est on cherche une stérilité? Est-ce que c'est une réduction logarithmique? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a 2 choses. Quand tu utilises un désinfectant, tu l'utilises, en fait, dans des conditions, dans une salle propre, qui est classée. Donc, si on a une spécification microbienne au travers d'une classe A, B, C, D, on a des spécifications qui sont données et donc, typiquement, si on prend l'exemple d'une classe C, on va vouloir atteindre, 25, UFC, par 25 centimètres carrés sur une surface. Et donc, on part du principe que si tu utilises le désinfectant, tu vas vouloir hem, atteindre cette spécification sur la surface. Sauf que quand on va parler validation des désinfectants, quand on va vouloir valider des désinfectants, on peut pas dire, «Je veux atteindre 25 UFC, sur ma surface». Parce qu'en fait, tout dépend de la charge que tu as au début. Et donc forcément, je te parlais de on ne peut, désinfecter qu'une surface qui est propre. Je t'ai dit, quand on nettoie, on vient retirer des particules. Les particules sont aussi porteuses de charges microbiennes. Donc déjà, le fait de faire un nettoyage, en fait, ça va indirectement, venir, descendre la charge microbienne que tu vas avoir sur une surface. Mais n'empêche que ça va pas tout faire et plus ta surface de base elle est chargée et moins tu vas arriver à réduire, au final, ce que tu vas avoir sur la surface à la fin. Donc c'est-à-dire que quand on va rechercher à prouver l'efficacité d'un désinfectant, on va parler en réduction logarithmique. Donc là, il faut faire appel un peu à ces souvenirs, mathématiques. Si vous êtes microbiologiste, c'est un petit peu plus simple. Mais on compte les micro-organismes en fait en 10 puissance quelque chose. Donc on sait que sur, des surfaces, à la maison, je ne sais pas, on peut avoir, peut-être, 10 puissance 6, micro-organismes, par centimètre carré. Je te dis n'importe quoi, hein, je sais pas ce qu'il y a sur les surfaces à la maison. En tout cas, quand on va rechercher à valider l'efficacité du désinfectant, on va chercher à avoir une réduction d'un certain nombre de logs et tout dépend, du coup du micro-organisme visé. On va pas avoir les mêmes exigences, sur, de la bactéricidie, sur de la virucidie, sur, des spores qui sont beaucoup plus difficiles à éliminer et ça va nous être donné en fait par des normes,
qui encadre la partie validation des désinfectants. Et juste pour expliquer là cette histoire de réduction logarithmique, je disais, bah, imaginons sur ma surface, là, sur ma table, j'ai 10 puissance 6 UFC, donc unité formant colonie. Si je veux une réduction logarithmique de 3 log, ça veut dire qu'à la fin, je veux avoir 10 puissance 3. Voilà, je suis passée de 10 puissance 6 à 10 puissance 3, donc j'ai une réduction de 3 log. Si je passe de 10 puissance 6 à 10 puissance 2, j'ai une réduction de 4 log, etc. Ok. Bon, bah, ça plante bien le décor sur ce qu'est la désinfection. Donc, on a vu pour désinfecter, il faut un désinfectant. Et comme on est dans le pharma, il faut valider ces désinfectants et valider le fait que justement les désinfectants puissent réduire la charge, j'allais dire bactérienne, mais microbienne, puisqu'il n'y a pas que les bactéries dessus. Donc déjà, est-ce que tu peux, en quelques mots, parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué, puis on va y revenir tout le long du podcast, nous définir ce qu'est la validation des désinfectants? Oui, je vais essayer de le faire aussi simplement. Donc la validation des désinfectants, c'est un processus, qu'on va chercher à établir, pour démontrer l'efficacité donc d'un produit désinfectant. C'est-à-dire que ça s'applique bien à un produit désinfectant et attention pas du tout aux détergents. L'efficacité d'un produit désinfectant, vis-à-vis d'une surface, vis-à-vis d'un certain type de micro-organisme, donc vis-à-vis de certaines souches microbiennes, heu, par rapport à un temps de contact donné. C'est ce que je disais tout à l'heure, la désinfection, la clé de la désinfection, c'est le temps de contact. Donc la validation des désinfectants, c'est quelque chose en fait qui va chercher à démontrer que on a un désinfectant qui est efficace par rapport à ce qu'on veut en faire. Et donc ce qu'on veut en faire, c'est, est-ce que j'ai la bonne réduction logarithmique par rapport à ma souche microbienne, par rapport à une surface donnée et par rapport à un temps de contact et la manière dont je l'utilise, donc notamment est-ce que je vais avoir une action mécanique ou pas? Ok. Ok, bon, ça permet déjà de planter le décor. Est-ce que c'est une exigence réglementaire de valider les désinfectants ou c'est un plus? Et si c'est une exigence réglementaire, de quel type de règlement? Est-ce que c'est les GMP, une annexe 1 ou autre chose? Alors, c'est pas forcément simple en fait de répondre à cette question. Oui, c'est une exigence réglementaire, mais pas pour tout le monde. Alors, il y a pas de débat, pas de question, c'est une exigence réglementaire pour les fabricants, pharma stériles. Désolée pour ceux qui nous écoutent et qui en sont là. C'est une exigence réglementaire en fait qui est, strictement, décrite dans l'annexe 1. Donc voilà, dans l'annexe 1, il y a pas le choix, on doit l'appliquer et c'est-à-dire qu'on doit valider, l'ensemble de nos désinfectants, sur un site pharma-stérile. Après, on a également l'annexe 15 en fait, donc qui est l'annexe, de, qualification validation, des BPF, donc qui s'applique aux fabricants, pharma de manière générale, qui nous parle de validation des procédés de nettoyage et de désinfection. Donc là, c'est un petit peu plus tendancieux parce qu'en fait, on nous parle pas de validation des désinfectants. Par contre, si on nous parle de, validation de procédés de nettoyage et désinfection, bah, ça veut dire que potentiellement, dans le cadre de la validation de procédés de désinfection, on peut être amené en fait à évaluer l'efficacité du produit qu'on utilise. Donc est-ce que ça veut dire qu'on doit valider le désinfectant? J'aurais tendance à dire, c'est peut-être mieux, parce qu'au moins ça permet de pas avoir de questions, de la part des inspecteurs. Maintenant c'est pas, l'exigence est pas aussi claire, que ce qu'elle peut l'être dans l'annexe 1. Et puis on a également, des guidance en fait qui sont rédigés au niveau, du PICS et de la FDA. Alors du coup c'est des guidance, hein, donc c'est-à-dire ce ne sont pas des textes qui sont opposables. Donc là, ce ne sont pas des obligations réglementaires. Par contre, c'est des textes sur lesquels s'appuient énormément, les inspecteurs et qui font que les inspecteurs peuvent avoir des attentes en fait assez fortes en s'appuyant sur ces guidance, où là on nous recommande effectivement fortement de valider des désinfectants. Donc c'est vrai que dans l'industrie pharma, quand on est, sur la partie stérile, on peut pas y couper. Quand on est sur le reste, j'aurais tendance à dire si on veut pas de problème, vaut mieux le faire. Et puis, voilà, si on essaie de rationaliser et cetera, bah, peut-être faut voir, le niveau de risque. Il faut peut-être, avoir des études un petit peu, supportives, sur l'efficacité si on veut pas aller jusqu'à la validation, voilà. Mais en tout cas avoir, des données, des billes qui prouvent, qu'on a quand même une efficacité de nos produits désinfectants.
tu parlais aussi de validation de nettoyage, validation désinfectant. Ça reste deux choses différentes. On a parlé tout à l'heure de nettoyage, désinfection. Validation de nettoyage, c'est une chose. Validation désinfectant, c'en est bien une autre, c'est ça? Ouais, Ok. c'est 2 choses qui sont complètement différentes et c'est 2 choses où les gens font énormément l'amalgame dessus. Alors je pense que ça vient du fait que, les termes nettoyage et désinfection sont pas forcément, compris et distincts par tout le monde et donc du coup, quand on parle de validation de nettoyage et quand on parle de validation de désinfectant, bah, on va dire que tout le monde, ne comprend pas forcément, la différence. Je disais quand on parle de validation de désinfectant, c'est valider l'efficacité d'un produit désinfectant, par rapport à une surface, une souche, un temps de contact et cetera. Ça, c'est, la validation de désinfectant, c'est quelque chose qui va se passer en fait, hem, in in vitro, au laboratoire, d'accord? C'est quelque chose qu'on va faire dans un laboratoire de microbiologie. Après, il y aura la vérification de l'efficacité des désinfectants in situ, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la la validation des désinfectants, ça se passe au laboratoire, alors que la validation de nettoyage, c'est quelque chose qui va concerner en fait, les zones de production, notamment les équipements et en fait là, on va valider la capacité du procédé, de nettoyage, à venir éliminer les contaminations et donc là, quand on parle de contamination par rapport au nettoyage, on n'est pas sur, la microbiome. On va dire c'est pas le but premier, mais en tout cas, on va être déjà sur éliminer tout ce qui est, résidus et notamment quand on pense production, les résidus, ben, si on prend une cuve où on va faire un mélange, on va faire un mélange, d'un produit qui va avoir une certaine consistance, qui va peut-être, coller un petit peu, où il peut y avoir des principes actifs dedans qui peuvent être, plus ou moins toxiques. Voilà, il va y avoir en fait un certain nombre de risques qui sont plutôt des risques chimiques, d'accord? Et quand on veut passer sur la production suivante, quand on veut avoir cette maîtrise en fait, de la contamination croisée, et ben, il va falloir qu'on s'assure en fait d'avoir éliminé la contamination de notre cuve. On veut pas que, une production, d'hormones se retrouve dans une production, de médicaments antidouleurs, par exemple, d'accord? Pourtant une même cuve peut servir à faire ces 2 choses. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment venir s'assurer d'avoir éliminé la contamination chimique, déjà dans un premier temps et ça passe par la validation nettoyage. Donc la validation nettoyage, ça concerne principalement, la partie équipement et je fais aussi une petite parenthèse parce que si jamais il y a des gens du monde du DM qui nous écoutent, ça concerne aussi les produits parfois. Parce que notamment quand on fait, des dispositifs médicaux, implantables, par exemple si on fait des prothèses, on peut être amené à faire de la validation de nettoyage sur ces prothèses, parce qu'en fait c'est le produit directement où on veut maîtriser du coup, ben, les résidus, de produits qui peuvent être utilisés. Par exemple, si on met un scotch pour un masquage, bah, ça peut mettre de la colle, donc on veut vraiment retirer tous ces éléments-là avant que le produit soit implanté. Donc on va vraiment nettoyer le produit et donc, on a cette volonté en fait de maîtriser cette partie-là aussi sur les dispositifs médicaux. On va dire que c'est vraiment spécifique aux dispositifs médicaux, mais si on est, on va dire dans l'industrie, ça s'applique aussi aux cosmétiques, hein, cosmétiques, ça peut être aussi sur les DM, sur le pharma. Voilà, on a des cuves, on a, des isolateurs, on a des équipements en fait qui rentrent en contact avec, le produit. Là, on parle de validation nettoyage et c'est totalement autre chose de la validation des désinfectants, pardon. Ok. Bon, je vais essayer de plus faire l'erreur et de rester dans le droit chemin entre les deux. Ok, donc maintenant on va pouvoir parler de la validation des désinfectants. Continuer à en parler en tout cas. Avant de se lancer dans la validation, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre quand on a échangé et qu'on a préparé ce podcast-là, c'est quand même pas une mince affaire. Il y a un certain nombre de tests, ça peut prendre du temps, de l'argent aussi. Donc, il vaut mieux bien préparer en amont son protocole de validation. Et quels sont les prérequis justement pour pas se planter? Quels sont les conseils que toi tu pourrais donner pour justement mettre tous les avantages de son côté, enfin, toutes les chances de son côté pour faire une belle validation des désinfectants.
Alors, il y a 3 choses. Je dirais la première, c'est qu'effectivement, faut pas se planter par rapport à la réglementation. Il y a quand même un certain nombre d'exigences et quand on connaît pas, ça peut paraître un peu compliqué de se dire par quoi on commence, en fait. Quelles sont les normes? Quelles sont les exigences? Qu'est-ce que je dois faire? Et cetera. Je dirais du coup le plus simple sur vraiment si on veut partir sur la validation des désinfectants et qu'on connaît pas, bah, ce serait déjà de se faire accompagner, en fait. Parce que ça reste des Bien sujets qui sont placé, quand même, petite pub, bravo. non, mais ça reste des sujets qui sont quand même, très complexes, où derrière, tu le disais, en fait, il va y avoir des tests en laboratoire qui sont quand même très coûteux, et il s'agirait, en fait, bah, d'en faire assez, de pas en faire trop non plus, et surtout de, voilà, de pouvoir, répondre à la réglementation assez, assez justement, et surtout, ben, quand on a la volonté de le faire, autant, bah, ne pas se prendre un écart à l'inspection suivante parce que finalement on a mal fait. Voilà. Sauf qu'on a mis de l'argent, dessus, et en fait si on l'a pas fait correctement, c'est quand même dommage. Heu et après, il y a 2 difficultés principales, en fait, qui sont rencontrées au niveau de la validation des désinfectants. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont devoir être identifiées et notamment, on va devoir identifier les surfaces sur lesquelles on va devoir faire, les essais en laboratoire. Et ces surfaces, en fait, il va falloir, bah, qu'on les fournisse au laboratoire. Donc il va falloir qu'on fournisse des échantillons de surface, donc qui sont des surfaces qu'on retrouve dans nos salles propres, hein. Donc tout à l'heure, on parlait des plafonds, les sols, les murs, les équipements, les paillasses et cetera. Donc, heu, bien évidemment, on va établir des familles de surfaces avec des worst case pour réduire le nombre de tests qu'il y a à faire. Mais du coup, il va quand même falloir à un moment donné, fournir au laboratoire des échantillons de surface et la difficulté, une des difficultés premières que rencontrent, tous mes clients ou presque, qui font de la validation des désinfectants, c'est qu'ils n'ont pas anticipé cette partie-là. Et que quand je leur dis: «OK, bon, bah, maintenant on va établir, les, familles, de surface, qu'on va tester et cetera, machin», il va falloir qu'on récupère, des échantillons, en fait, à fournir au laboratoire. Ça peut devenir quelque chose de très compliqué. Donc premier conseil que je pourrais, donner, au-delà de se faire accompagner, donc deuxième conseil, je le replace un petit coup. 2e conseil, du coup, ce sera, effectivement d'anticiper la récupération des coupons surface, de nos salles propres. Donc, si vous êtes en train de construire une nouvelle zone, si vous êtes en train de revamper, des locaux, conservez des chutes depuis le chantier, hein, conservez des chutes de matériaux ou demandez en fait à vos sous-traitants, à vos fournisseurs, de vous fournir en fait des échantillons, des spares en plus, pour conserver, ces surfaces parce qu'en fait elles vous serviront ensuite derrière. Ça vous évitera, quelques déconvenues en fait, pour, réaliser dans de bonnes conditions la validation des désinfectants. Il Donc c'est faut le deuxième des conseil. grands morceaux? Alors Tu parlais de 25 tout centimètres dé carrés tout à l'heure, est-ce qu'on se base là-dessus ou ça peut être non, plus petit? non, ça peut être plus petit. Alors en fait, il y a 2 normes principales, pour réaliser des essais. Il y a des normes avec action mécanique et sans action mécanique. Donc en fonction de la norme qu'on choisit, on va pas avoir la même taille, de coupons. Mais si on se base sur des normes, on va dire sans action mécanique qui serait le cas worst case, on va être sur des coupons, de 2 centimètres carrés. Bah, non, pardon, je viens de dire une bêtise. C'est pas 2 centimètres carrés, c'est des coupons qui vont faire 2 centimètres de diamètre. Donc, on va découper des ronds ou des carrés de 2 centimètres par 2 centimètres. En tout cas, voilà, ça fait pas 2 centimètres carrés. Mais, voilà, c'est des coupons qui vont faire globalement 2 centimètres. Il ne nous en faut pas énormément. Si on a action mécanique, ça sera un peu plus grand, ça sera des coupons qui seront, plus aux alentours de 10 centimètres. Mais voilà, il nous faut pas des mètres entiers d'échantillons. Par contre, il nous en faut un certain nombre. Donc il nous faut quand même des plaques assez grandes pour venir découper plusieurs, Ah oui, échantillons de du même type, il en faut plusieurs. il en faut plusieurs, ouais, parce qu'il va y avoir plusieurs essais dessus. Voilà et me Et demande pas évidemment, combien parce que ça va dépendre. on peut pas retourner dans la salle, aller retirer des bouts de sol, de trucs. Donc effectivement, il faut des spares, comme tu dis, des chutes ou d'autres choses. Et C'est puis des ça. fois, c'est des vieilles salles et donc on n'a pas toujours les fournisseurs qui l'ont fait. Et donc pour retrouver la même matière, c'est compliqué.
Ça peut être très, très compliqué, ouais. Donc c'est pour ça que je disais, si vous êtes en train de faire des nouveaux locaux, si vous êtes en train de revamper, c'est votre chance, faites-le, c'est le moment, quoi. Si vous êtes sur des vieilles salles, ben, voilà, on essaie toujours de trouver des solutions. En général, on y arrive, hein, mais voilà, c'est pas simple. Et du coup, le 3e conseil que je pourrais donner, c'est vis-à-vis des souches. Pourquoi? Parce que, on va tester, on en parlera, on va tester des souches qu'on appelle les souches de référence, les souches de la pharmacopée, donc ça, pas de souci pour se les procurer. Et on doit aussi, tester des souches sites, donc des souches, internes, au site. Et là, ça devient aussi un petit peu coton, dans le sens où, les industriels, ils savent, en général ce qu'ils ont sur leur site. Pourquoi? Puisqu'ils font des identifications dans le cadre de leur monitoring environnemental, dans le cadre de leurs investigations, lors des non-conformités et cetera. Donc ils ont une idée, plus ou moins précise, mais ils ont quand même une idée des germes qu'on retrouve en fait, sur leur site. Et ces germes-là, donc du coup, on va faire une extraction et on va décider de venir tester, un certain nombre, de représentants de la flore, bactérienne, un certain nombre de représentants de la flore fongique, et cetera et cetera. Et donc moi, je vais venir avec la liste du client, je vais dire: «Bah, voilà, il va falloir, choisir celui-ci, celui-ci, celui-ci». Et là, la difficulté qui se trouve, c'est: «Ben, oui, OK, d'accord, mais moi, je l'ai pas mis en conservation». Et le 3e conseil du coup que je donnerais du coup aux industriels, c'est, les souches que vous retrouvez tout le temps, parce qu'il y en a qu'on retrouve tout le temps et c'est même d'ailleurs tout le temps les mêmes souches chez tout le monde quasiment, mettez-les en conservation. Donc je vais vous donner des noms, désolée pour ceux qui sont pas microbiologistes, mais les Micrococcus luteus, les Staphylococcus epidermidis, les Staphylococcus capitis et cetera, ceux-là on les retrouve tout le temps, on les retrouve de partout. Hem Mettez-les en conservation. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez les chercher, bizarrement, vous allez pas les trouver. Voilà. Et au bout d'un moment, on va les retrouver, hein, parce que oui, le Micrococcus luteus, on peut l'identifier, plusieurs fois, sur une série de prélèvements. Donc à un moment donné, même si on n'a pas de bol, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va finir par le trouver. Mais c'est autant de temps qu'on peut perdre, en fait, dans le cadre de la validation des désinfectants, à se dire: «Bah mince, mon top one, des bactéries, c'est Micrococcus luteus et je le trouve tout le temps et là, je veux le mettre en conservation et je le trouve plus». Bon, bah, Toujours comme ça. voilà. Ouais, c'est toujours comme ça. OK. Et donc en fonction de ça, donc en fonction du choix des surfaces, en fonction des souches environnementales, il y a aussi le choix du désinfectant qui est important parce que tu peux pas te lancer dans une validation, avec un mauvais désinfectant qui va pas fonctionner par rapport à tes besoins. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour choisir un bon désinfectant? Alors, c'est vrai que normalement, quand on se lance dans la validation des désinfectants, à moins d'être sur un tout nouveau site, voilà, tout beau, tout neuf, et où on vient de mettre en place le programme de décontamination des locaux, où on doit choisir les produits et cetera. C'est vrai qu'en général, les sites ont leurs désinfectants. Donc je dirais, ça serait un petit peu, compliqué de justifier auprès des autorités, de dire: «Tiens, je voulais me lancer dans ma validation des désinfectants». C'est à ce moment-là que je me suis posé la question si j'avais les bons désinfectants et donc du coup, je les ai changés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ceux que j'avais avant, ça n'allait pas. C'est un petit peu compliqué parce que du coup, ça remet un peu en cause toute la stratégie de maîtrise de la contamination qu'on pouvait avoir depuis, des années sur un site. En général, les validations les désinfectants qu'on va lancer en validation, c'est ceux que les clients ont sur leur site depuis longtemps. Maintenant, s'il y a besoin de changer un désinfectant parce qu'il est arrêté, parce qu'il y a besoin d'un nouveau désinfectant, parce qu'on se rend compte que, finalement, il répond pas bien à ce qu'on voudrait, en fait, en termes de destruction de micro-organismes et cetera. Il y a plusieurs, critères qui vont nous permettre de choisir les désinfectants. Il L'efficacité d'un désinfectant, en fait, il va être impacté heu par plusieurs choses. Donc déjà, le premier critère, je dirais que c'est que il faut que ce soit un produit qui soit autorisé par la réglementation biocide. Voilà, c'est le premier critère. On a une réglementation européenne, donc c'est, le règlement UE 528/2012, qui en fait autorise un certain nombre de produits désinfectants qui sont reconnus comme biocides et à partir du moment où vous pourriez être amené à choisir un désinfectant qui n'est pas dans cette liste, déjà ça semble être une mauvaise idée. Voilà.
Donc partant de là, je pense que c'est le 1er critère, c'est, est-ce que ce produit, il est autorisé? Est-ce qu'il est reconnu en fait par l'Union européenne? 1re chose. Ensuite, le 2e critère, bah, c'est le spectre microbiologique. Je disais, on peut être amené à changer un désinfectant, effectivement, si on se rend compte que, bah, il correspond pas à ce qu'on a besoin, donc s'il fait pas le taf, en fait, voilà. Donc concrètement, le spectre microbiologique, ben, c'est, OK, moi j'ai, une répartition, microbienne assez, «classique» entre guillemets, dans mes salles propres. Donc j'ai, du 80 humain, 20 environnemental. Mais par contre, j'ai, un peu plus, de spores, enfin de micro-organismes sporulés, de fongiques et cetera, que ce qu'on peut retrouver. Et donc, je vais avoir un besoin en particulier, sur ce scope-là. Bon, bah, par exemple, on va pouvoir choisir, des désinfectants qui vont avoir un scope, bactéricide et fongique assez important. Bien évidemment, ça n'empêchera pas, mais ça, ce sera le cas dans tous les cas, de le coupler avec un sporicide, vraiment, par nature sporicide, efficace sur, les micro-organismes sporulés, les spores, et les fongiques. Mais en fait, le spectre, il va être important, et surtout le temps de contact, en fait, qui est, mmh, j'allais dire promulgué par le fournisseur, en fait, sur ces bouteilles. C'est-à-dire que le fournisseur, en fait, avant de mettre un désinfectant sur le marché, en fait, il doit déjà, faire un certain nombre de validations, selon des normes qui sont pas les mêmes qu'on va tester en validation de désinfectant. Donc c'est des essais de phase 2, étape 1, donc c'est tout ce qui est essai en fait, de suspension. Et ça, c'est des données qu'on retrouve au dos, des packaging en fait de désinfectants, où on va vous dire: «Bon là, mon désinfectant, il est, bactéricide, en 5 minutes, il est levuricide en 10, il est, fongicide, en 15», et cetera, et cetera. Ça, ce temps de contact-là, et bah, il faut le choisir aussi, pour que ça reste réaliste dans l'utilisation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans, si on tient compte du renouvellement d'air de la pièce et cetera, du temps où ça va sécher, bah, si on prend un un désinfectant qui va être, levuricide, par exemple, en 60 minutes, et qu'on a absolument besoin de maîtriser les levures, bon, bah, ça va être compliqué parce que 60 minutes, on sait que, ça va être compliqué à tenir. Il y a d'autres critères, j'allais dire qui sont peut-être un peu moins importants, mais qui vont quand même avoir des impacts derrière. C'est la quantité de résidus que ça peut laisser sur les surfaces. Bah, c'est vrai qu'en fait, plus on va laisser des résidus, plus derrière, en fait, en termes de nettoyage, il va falloir qu'on avise aussi pour avoir, quelque chose qui permette d'éliminer ces résidus, hein. Une Tout sorte à de l'heure, je parlais rinçage, en nettoyage. fait? Oh, pas que parce qu'en fait, le les tout à l'heure, quand je te disais le nettoyage, c'est le retrait des résidus. Donc c'est le retrait des résidus chimiques qu'on peut avoir, bah, au travers des adjuvants à la fabrication qu'on peut utiliser, ou de ce que peuvent utiliser la maintenance, et cetera. Ça peut être aussi les résidus de produits, donc du produit qu'on fabrique, mais ça peut être aussi les résidus de produits désinfectants. Et en fait, ces produits désinfectants-là, il y en a qui laissent très, très peu de résidus. Tout ce qui est à base de peroxyde d'hydrogène, par exemple, ça laisse, très, très peu ou pas de résidus. Et puis il y en a qui vont en laisser beaucoup plus. Typiquement, je sais pas si tu as déjà été sur des sites où, tu passes dans les couloirs, tu as les murs, les cloisons, puis d'un seul coup, tu as une vitre, et sur ces vitres-là, tu as plein de traces. T'as plein de traces, tu vois les traces en fait des gouttes, j'allais dire des gouttes d'eau, c'est pas des gouttes d'eau du coup, puisqu'il y a du produit dedans, mais des gouttes, de produits qui ont été, étirés sur les vitres. Ça se voit particulièrement bien sur les vitres. Et bah, ça, c'est des produits en fait qui laissent, des résidus. Alors soit ils sont mal utilisés parce qu'en fait il y a pas cette fameuse phase d'élimination dans le nettoyage que je te disais tout à l'heure, soit c'est carrément du produit désinfectant qui en fait laisse beaucoup de résidus. Et effectivement, on peut être amené à le rincer, mais ça peut ne pas suffire parce qu'on peut avoir des désinfectants où on laisse vraiment beaucoup de résidus, et auquel cas, pour enlever le désinfectant, il faut un détergent, quoi, un vrai Ah détergent. oui. Donc pas simplement un rinçage. Ouais, ouais. Du coup, c'est un Ce qui peu est le beaucoup c'est un peu utilisé. le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu nettoies, tu désinfectes et tu renettoies derrière. Bah, de toute façon, ton cycle, il est sans fin.
C'est ce Oui, que c'était un oui, peu oui, ta oui, première oui, question tout à oui, l'heure. oui, Ton cycle, il est sans fin, parce qu'en fait, tu t'arrêtes jamais de nettoyer à partir du moment où ta zone, elle est oui, en, c'est vrai. en marche. Bah, je nettoie, je désinfecte, j'utilise, je renettoie, je redésinfecte, etc. En fait, je m'arrête jamais. Donc oui, il y a un temps, mais par contre, c'est vrai que quand on parle de nettoyage, désinfection, le premier critère du nettoyage, c'est le visuellement propre. Et c'est vrai que moi, c'est toujours ce que je dis quand je visite un site. Bah en fait, là, si c'est pas visuellement propre, si on a des traces de résidus, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas maîtrisé. Donc effectivement, peut-être que après l'application du temps de contact, ça aurait nécessité un rinçage en fait, un rinçage à l'eau ou alors ce qui est beaucoup utilisé, c'est un rinçage à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fait, le l'IPA c'est un solvant, d'accord? Donc ça permet aussi de venir un petit peu, décoller plus fortement que l'eau, OK. Oui, oui. et de venir éliminer, certaines traces. Mais ça peut ne pas suffire, ça peut ne pas suffire. Et juste 2 autres, critères qui sont quand même importants, ça va être, la compatibilité avec, les matériaux, les équipements. Et beh, oui, parce que plus on a quelque chose, d'efficace, de fort et beh, plus on a souvent des choses qui sont un peu corrosives. Donc parfois ça peut ne pas être compatible en fait avec, certains équipements. J'ai eu le cas sur un site, hein, où la production, nous a dit: «Non, on n'utilisera pas ce produit-là sur les équipements. Il nous faut un produit spécifique parce qu'on sait que, sur les équipements ça va piqueter, ça va laisser des traces et ça va venir altérer en fait les équipements». Donc après ça va altérer l'état de surface de l'équipement, donc aussi l'efficacité. Enfin après Faire c'est rouiller de vraiment un l'inox, cercle par exemple, vicieux. c'est possible, quoi. Oui, oui, tu peux faire rouiller de l'inox. Mmh, OK. ouais. Et le dernier critère, ça va être le critère HSE. Alors j'ai dernier critère, je suis désolée s'il y a des personnes de l'HSE qui nous écoutent, hein. Mais c'est vrai que c'est souvent un petit peu le grain de sable dans la chaussure, mais il faut quand même y penser parce que déjà on a des personnes qui utilisent, donc il faut faire déjà attention, à leur santé. Et puis au-delà de faire attention à leur santé, parce que tous les produits ne sont pas forcément toxiques, on va parler effectivement de toxicité, donc il faudra y faire attention. Il y a la contrainte des EPI qui va aller avec, hein, parce que si on doit, nettoyer, désinfecter, une petite zone, par exemple, de 20 mètres carrés ou si on doit nettoyer, désinfecter un grand bâtiment de 1000 mètres carrés, avec, un masque à gaz, bon, bah, ça va pas être la même contrainte déjà. Donc déjà ça, il faut y penser. Mais aussi il y a le retour, en fait, des opérateurs et parfois les produits ne sont pas forcément, toxiques, mais ils sont désagréables à utiliser. Il y a l'odeur, c'est un peu irritant et cetera. Et typiquement, tout ce qui est produit un peu sporicide, c'est très souvent une question qui pose problème et il y a énormément de sites qui nous disent: «Bah, nous, on n'a pas de sporicide» ou alors: «On utilise un sporicide, mais à fréquence très, très, très réduite parce que le personnel s'en plaint». Voilà. Et voilà, donc c'est un terrain d'entente à trouver avec l'HSE, aussi, un accompagnement à avoir, auprès des opérateurs pour leur expliquer que non, c'est pas parce que ça sent mauvais, que, c'est mauvais pour leur santé. Voilà, donc Quand tu c'est dis ça c'est sent tout ça mauvais, qui est à c'est prendre en compte. l'ammonium, les ammoniums quaternaires, par exemple, ou l'odeur de vinaigre. Enfin, ça me rappelle à la Ouais, c'est maternelle, plutôt tu sais, quand on désinfectait ouais. les couloirs, ça sentait très très fort, ça piquait un peu. C'est ce En type fait, de, c'est ce c'est pas type-là? l'ammonium quaternaire, c'est plutôt l'acide peracétique, en fait, qui est contenu dans pas mal de sporicides, qui a tendance à sentir donc le vinaigre et qui revient beaucoup. Après, il y a pas que ça, hein, tu as des produits qui sentent plus ou moins bon, mais c'est vrai que les produits sporicides, notamment qui contiennent de l'acide peracétique, ça a tendance à poser problème, en fait, aux opérateurs dans l'utilisation. OK. Avant de voir les étapes justement de la validation des infectants, moi j'avais une petite question en plus. Tu disais qu'il faut donc récolter les surfaces, toutes les surfaces idéalement, et on les regroupe par famille. Mais en quoi la surface peut avoir un effet sur la performance du désinfectant? C'est mon côté, microbiologiste là, où je comprends pas le côté physique de la chose ou chimique de la chose, mais il y a une interaction en fait où, enfin, il y a des surfaces qui vont pas réagir de la même façon, j'imagine, que d'autres, Ouais. vis-à-vis des désinfectants? OK. Ouais, il y a plusieurs choses en fait. Il y a la porosité de la surface, déjà. Si une, surface en fait elle est, alors je parle pas de la rugosité, c'est-à-dire des choses qui sont, induites par, l'état de surface utilisation. Je parle vraiment de la porosité de la surface en elle-même. Tu as des surfaces qui sont, on va dire, considérées lisses comme l'inox, le verre et cetera. Et puis tu as des surfaces qui sont un peu plus poreuses ou c'est-à-dire qu'en fait si on regarde en fait au niveau microscopique, on va avoir un peu des petits pores quoi, des petits trous.
Et en fait, ces pores-là, ça va induire une application qui va pas être homogène, en fait, en termes de produits. Donc forcément, si on n'a pas une application homogène, on n'a pas une efficacité qui est homogène et ça va induire aussi que, les petites bêtes, elles vont pouvoir se cacher dans les petits trous. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on peut avoir, en fait, des zones un peu de rétention, des zones un petit peu cachées au sein de la surface où on va pas forcément venir agir, vraiment, pas au cœur de la surface, mais tu vois vraiment, sur l'ensemble des parties de la surface. Après, il y a aussi la nature chimique du matériel, en lui-même. Je suis pas chimiste, par contre, c'est vrai qu'on a notamment des phénomènes d'absorption avec les ammoniums quaternaires et des phénomènes de neutralisation, des oxydants avec certaines surfaces, en fait. Donc on peut avoir, en fait, des couples surface, produits, chimiques en fait qui ne réagissent, pas bien. Voilà, OK. où du coup on va pas avoir la même efficacité d'action sur cette surface-là que sur une autre. D'où Voilà. Si tu es chimiste, l'importance tu de expliqueras mieux tester que moi. un maximum de surfaces et la difficulté aussi de les regrouper hors famille parce que 2 inox peuvent être différents. Moi, j'ai vu ça quand j'ai travaillé un petit peu sur les PSM. Il y a plusieurs qualités d'inox et dans les inox, tu as aussi des fois des cavités comme ça qui font que, souvent tu as des lampes UV dans les PSM et elles peuvent ne pas avoir la même efficacité en fonction de la qualité de l'inox parce que, comme tu dis, il y a des petites bébêtes qui peuvent se cacher et ça crée des micro-ombres et s'il y a pas de contact direct avec l'UV, on ne peut pas avoir d'efficacité OK, d'accord, ça vient de là alors. Bon, c'est assez complexe au final, de choisir les bonnes surfaces et de les regrouper en famille. C'est pas si simple que ça. C'est pas évident, ouais, c'est pas évident. OK, bon, ça y est, on peut passer à la validation des infectants en pratique. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'on soit dans le labo de microbio, le protocole, arrive et on a nos coupons avec nos matières. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc concrètement, comment ça se passe? On va prendre, le coupon matière, donc qui est un échantillon en fait, d'une surface qu'on a, du coup, sur le site industriel, qu'on a identifié comme étant une surface à tester. Donc il faut monter une stratégie pour identifier lesquelles. Mais on va prendre ce coupon de cette surface. On va venir en fait, déposer une certaine quantité de souches, et ensuite on va venir laisser, sécher, mais sans disséquer en fait la souche et on va venir ensuite appliquer, le désinfectant. Donc ensuite, il y a 2 manières de tester. Il y a la manière sans action mécanique et avec action mécanique. Ça, c'est des protocoles en fait qui sont extrêmement bien détaillés dans les normes, hein. C'est-à-dire que si vous le faites chez un laboratoire de microbiologie sous-traitant ou si vous décidez de le faire vous-même, vous avez des normes, qui détaillent, voilà le protocole en fait, à appliquer. Donc on vous décrit exactement si vous faites avec réaction mécanique, le poids, que vous devez mettre, le nombre de répétitions, que vous devez faire, avec votre désinfectant, le nombre de fois que vous devez passer sur votre souche, comment et cetera. Et en fait, on va venir, du coup, regarder la réduction, logarithmique. On va venir faire un prélèvement, pour voir, en fait, avant, après. Donc on va avoir un témoin d'inoculation. On va avoir, du coup, le prélèvement après le passage du désinfectant, application du temps de contact et comme ça, on va pouvoir voir par comparaison sur les boîtes, heu, combien on avait avant, combien on a après, donc du coup de combien on a été capable de réduire, de réduire la contamination d'une certaine souche sur une certaine surface avec un certain désinfectant et pendant, le temps déterminé. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition à tester, en fait et donc du coup, dans le fameux protocole dont tu parlais, il va falloir déterminer, différentes conditions à tester parce qu'en fait, ça en est pas une seule et c'est ça qui revient cher, en fait, dans les Oui. essais, Tu de multiplies validation par des le nombre infectants. de souches, le nombre de temps de contact, généralement tu as qu'un désinfectant j'imagine ou tu peux en avoir peut-être plusieurs à la limite? Ouais donc ça Bah, tu fait en as au moins 2. tu en as au moins 2. Donc Normalement, sur un site, tu en as au oui, moins 2 oui, parce que tu as un sporicide. Voilà. oui. Tu as l'obligation d'alternance, et l'obligation d'alternance qui, on va dire, était assez mal comprise avant. Les industriels, pensaient, beaucoup. Moi, la première d'ailleurs, hein, quand j'ai commencé, je me disais: «Ah, faut une alternance» et donc du coup, on avait une alternance avec, 2 désinfectants, pour
des histoires un peu de développement de résistance, microbienne et cetera. Sauf que malheureusement, très souvent, je veux pas citer des noms de produits, mais très souvent, on utilisait des produits chez un même fournisseur et cetera et on avait, 2 désinfectants dont les noms se ressemblaient beaucoup et en fait, on avait 2 ammoniums quaternaires. Donc finalement, en termes d'alternance, enfin l'action chimique, la manière dont on vient détruire le micro-organisme est la même avec 2 ammoniums quaternaires. Donc en fait, en termes de développement de résistance, ça n'a aucun intérêt d'avoir, de désinfectants à ammonium quaternaire. La notion d'alternance, elle a vraiment été clarifiée dans cette, nouvelle version de l'annexe 1, qui est parue. C'est que vraiment maintenant on attend, on exige, l'utilisation d'un sporicide, donc en alternance avec un désinfectant qui lui n'est pas sporicide. OK. OK, donc tout ça, ça représente beaucoup d'analyses. Dans l'expérience que tu as par rapport aux clients que tu as suivis, est-ce qu'ils réalisent eux-mêmes cette, validation des désinfectants ou est-ce qu'ils la sous-traitent à un laboratoire prestataire? Parce qu'on voit bien que c'est quand même compliqué. Il y a des, faire des analyses de routine, c'est différent de faire ce type de validation-là où il faut calibrer les souches. Bon, ensuite, il y a des protocoles qu'il faut suivre, mais c'est surtout moi, je pense surtout à la calibration des souches et au nombre de répétitions à faire. Est-ce que les labos sont prêts à le faire ou est-ce qu'il vaut mieux le sous-traiter en fait? Bah, j'allais dire, enfin, moi la plus grande majorité de clients que j'ai connus, en fait, ils l'ont sous-traité. Pourquoi? Parce que comme tu disais, il y a la routine du labo de microbio. On peut avoir des super, des super techniciens et même des super experts en microbiologie. N'empêche que la validation des désinfectants, c'est une pratique en fait qu'on peut faire finalement. On va la faire, une fois, one shot et puis on va peut-être la refaire si on a vraiment des variations, si on a des nouveaux produits qui rentrent en compte, mais c'est pas quelque chose qu'on va refaire, même ne serait-ce qu'annuellement finalement. Et donc du coup, il faut quand même une certaine maîtrise. C'est pas des essais qui sont simples. C'est en plus des essais, où on fait de la microbiologie, donc on a des résultats qui peuvent un petit peu varier, qui peuvent être compliqués à interpréter et cetera. Qui sont pas forcément toujours les résultats qu'on attend non plus. Et donc en fait, avec toutes les difficultés opérationnelles, terrain, qu'on peut avoir, effectivement, les industriels se tournent plutôt vers le choix de faire à des laboratoires qui sont compétents là-dedans. Et puis pour, les rares, qui essayent par eux-mêmes, enfin, moi j'ai un client en fait qui a envisagé de le faire par lui-même, mais finalement, il s'est tourné vers un prestataire, quoi. Il a Donc commencé, il a après, vu la difficulté ou dès le début, il s'est dit: «Oh là mmh, là, non, c'est» ouais, OK, ouais. ouais, ouais. Je le vois déjà, alors pour les grosses promotion tests, maintenant, on utilise des souches calibrées, donc on a des souches prêtes à l'emploi, donc c'est beaucoup plus facile. Mais par exemple, pour les validations de méthodes rapides, c'est vrai que c'est très compliqué l'utilisation en routine et valider une méthode alternative, une méthode rapide. C'est un métier à part entière et comme tu dis, on le fait pas tous les jours, quoi. On va le faire une fois dans sa vie ou 2 fois dans sa vie pour un laboratoire de routine, donc pourquoi Ça ne tient pas presque de sous-traiter? la R&D, en fait. Ça tient presque C'est de la entre les R&D, 2, ouais, ouais, pour un ouais, non, labo mais de c'est routine, en vrai, fait. c'est vrai. Ouais. Donc et Pour un donc labo de dans routine qui voudrait le mettre en place, c'est énormément de travail, en fait. Donc c'est vrai que le coût de l'analyse peut se faire poser des questions sur le fait de le faire soi-même. On se dit: «On a un beau labo de microbio, on a des gens compétents à l'intérieur, pourquoi on le ferait pas nous-mêmes?» OK, mais finalement, quand on voit tout le temps qu'il va falloir pour le mettre en place, tout ce qu'il va falloir, établir, les procédures, les protocoles, les fois où on va se planter, où il va falloir recommencer et cetera et qu'est-ce qu'on fait des résultats qui sont pas bons et tout ça, finalement, peut-être que tout ce temps-là qu'on va perdre, le temps c'est de l'argent, finalement ça aurait été peut-être plus rentable de le sous-traiter, à un laboratoire qui sait faire, quoi. c'est vrai. Sur une méthode, tu vois, sur une méthode, rapide, on pourrait se dire aussi que cette période de validation permet aussi d'appréhender la technologie et de se familiariser. Donc il y a aussi une valeur ajoutée quand même de le faire soi-même. Ce qui est ce qui je sens est le moins le cas là en fait, parce que ton désinfectant, est-ce que tu apprends à mieux le connaître? Peut-être que tu apprends à mieux le connaître, mais en lisant les résultats que te donnera le laboratoire prestataire, peut-être que tu le connaîtras déjà, suffisamment bien pour pouvoir l'utiliser. Bon, je vais être oiseau de mauvais augure. Imaginons que pendant ta validation, il y a une souche qui échoue, c'est-à-dire qu'elle atteint pas les performances attendues. Est-ce que ça invalide tout? Est-ce que là tu te dis: «Bon, ça marche pas, je recommence tout du début, je change de désinfectant», qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors en fait, tout dépend de la souche parce que, tu vas devoir tester les souches pharmacopées et tes souches sites.
Et donc déjà dans les souches pharmacopées, tu vas avoir des souches, de bactéries, des souches, de levures, des souches de moisissures et cetera. Donc tu des groupes, de micro-organismes. Donc en fait, déjà ça va pas tout invalider dans le sens où si tu atteins les spécifications, par exemple, sur l'ensemble, des bactéries, bah, tu, as démontré la bactéricidie de ton désinfectant sur, un temps de contact, donné. Donc non, ça va pas tout invalider. Après, il faut voir en fait pourquoi ça a échoué et le pourquoi ça a échoué, c'est souvent en fait, bah, les les conditions de l'essai qu'on a voulu valider. En fait, on peut vouloir valider des choses qui ne sont pas possibles et typiquement, l'erreur, on va dire assez fréquente, c'est de valider un temps de contact qui serait trop ambitieux. Donc par exemple, de valider un temps de contact qui serait trop court. Tout à l'heure, je parlais, du temps de contact qui est, donné sur le packaging en fait, du désinfectant. Je disais, c'est un test que fait le fabricant en, phase 2 étape 1, c'est un test de suspension. Donc en fait, concrètement, le fabricant, il va prendre, la souche et il va la déposer en fait dans le désinfectant directement en liquide en fait et il va voir, après il va filtrer son désinfectant et il va voir combien il lui reste. Donc il sait combien il est inoculé, il va voir combien il lui reste. Ça lui fait une réduction logarithmique. Mais tu comprends bien que faire trempouiller une souche dans un désinfectant directement, c'est quand même, bien plus, facile, de détruire la souche en question que si je dépose ma souche sur une certaine surface. On parlait d'une surface tout à l'heure qui peut être poreuse où la bactérie enfin le micro-organisme trouvait des endroits où se cacher et cetera. Où derrière je viens ensuite appliquer donc je laisse sécher, derrière je viens appliquer mon désinfectant. Des fois je fais mon réaction mécanique ou pas, machin. Donc tu comprends bien que c'est quand même pas le même test et là, admettons que ton fournisseur, il te dise: «Bah, voilà, mon désinfectant, X, il est efficace, sur des souches, bactériennes en 5 minutes» et toi, tu dis: «Bon, bah, moi, ce même désinfectant X, je décide de le valider, sur des souches, bactériennes, Pharmacopée et Souchit, en 1 minute». Tu as le droit d'essayer, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, il y a peut-être une explication logique. Donc en fait, il faut déjà, se tourner, sur le pourquoi potentiellement ça n'a pas marché. Faut se faire accompagner aussi par le laboratoire qui nous fait les essais si on a sous-traité. C'est aussi pour ça que c'est un intérêt aussi de sous-traiter parce qu'il y a aussi une connaissance, hein, qu'on n'a pas forcément si on le fait en interne. C'est-à-dire que le laboratoire va pouvoir en fait avoir des pistes, sur pourquoi ça a pas marché et pour éviter ça, bah, déjà se poser les bonnes questions en fait dès le début quand on définit les conditions qu'on veut tester, bah, déjà les définir correctement et pas simplement se dire: «Bah, tiens là dans mon protocole, enfin dans, heu, dans mon mode opératoire, de décontamination de mes locaux, j'ai écrit que mon temps de contact, c'était 1 minute, donc je vais valider 1 minute et sans se poser de questions, en fait. Bon, bah, ouais, faut regarder Le, un petit le, peu plus loin. le fournisseur aussi du désinfectant peut t'aider, j'imagine. J'imagine que oui. Le fournisseur du désinfectant, il est censé bien connaître son produit, donc j'imagine que si on a des questions, on doit pouvoir se tourner vers lui et ça peut être intéressant, oui, d'avoir ce partenariat avec eux. Ok. Donc une fois que tu as fait cette validation-là, imaginons que tout passe, que tout se passe bien, tu as validé ton désinfectant. Est-ce que c'est bon, tu peux le lancer en routine ou il y a d'autres étapes de validation à faire? Alors comme je disais tout à l'heure, c'est souvent du rétroactif parce que cette exigence de validation des désinfectants, elle est arrivée alors que déjà beaucoup de sites tournaient donc forcément, en fait, les sites n'arrêtent pas d'utiliser le désinfectant, hein, pendant qu'ils le valident. Donc bien sûr on peut l'utiliser et en général même on l'utilise déjà. Mais si on part, du principe que, j'ai un nouveau site, j'ai des nouveaux locaux, j'envisage, de mettre en route, tel désinfectant. À partir du moment où on l'a validé comme efficace, bien sûr qu'on peut l'utiliser. Maintenant, il y a quand même d'autres exigences à mettre en œuvre. C'est la vérification de l'efficacité, du programme de décontamination des locaux. Donc ça va plus loin que simplement, hem, la vérification de l'efficacité in situ du désinfectant. C'est vraiment la vérification in situ
de l'efficacité du désinfectant combiné à l'état de surface, de mes surfaces. Parce que tout à l'heure on disait, tu parlais de l'inox, si j'ai un inox 316L, qui est lisse, qui est super et cetera, j'ai donné un coupon matière à mon laboratoire, ça s'est super bien passé, j'ai validé. Mais en fait, dans les faits, moi, ma cuve, en inox 316L, elle a 15 ans, elle est toute piquetée, voilà, un état de surface, qui est vraiment mauvais. Et finalement, la rugosité là de ma cuve va avoir un impact sur l'efficacité. Et puis aussi dans la manière dont j'applique. Tu me demandais: «Est-ce que j'applique avec une lingette? Est-ce que j'applique avec une mop?» Et je te disais: «Bah oui, mais alors il y a aussi le mode d'imprégnation parce que, est-ce que j'en ai mis assez?» Tout ça, donc tout ça, ça fait partie en fait de ce que j'appelle le programme de décontamination des locaux. C'est vraiment le mode opératoire, comment je fais en fait concrètement. Et ce comment je fais, il se vérifie en fait in situ en termes d'efficacité, donc au sein même des locaux. Voilà, avec une étude en fait, qui permet de vérifier que la combinaison de mon désinfectant, mes pratiques, mes surfaces, le temps de contact que j'ai validé et cetera, oui, ça me permet bien d'atteindre les spécifications sur mes surfaces. Et là, la spécification qu'on va prendre en compte, c'est pas la réduction logarithmique qui est en laboratoire, c'est est-ce que j'atteins ma spécification attendue sur mes surfaces? Je suis dans une classe C, je dois être à 25, voilà. OK. Mais donc là, on est d'accord, on n'introduit pas de contamination artificielle dans la zone. Ce serait trop risqué de donc tu travailles avec la contamination, naturelle Naturellement de ta présente. zone. OK, OK. Oui. Oui, oui. Et ça En fait, c on a ouais, déjà travaillé avec, la contamination, artificielle, enfin les souches pharmacopées, les souches sites, on les a déjà déposées artificiellement dans des quantités, bien supérieures à ce qu'on retrouve finalement dans une salle propre, hein, on l'a fait en laboratoire. Donc on a dit: «OK, là mon désinfectant il est capable de réduire, d'au moins 3 logs, voire 4 logs, sans aucun souci. Maintenant concrètement dans ma salle propre, est-ce que ça me permet, avec tout ce que j'ai mis en place, d'atteindre vraiment les spécifications, que j'attends sur mes surfaces?» OK. Ouais, ouais, ça me paraît clair et ça me paraissait un peu bizarre d'aller introduire des contaminations dans la salle donc tu utilises les contaminations naturelles. Combien combien d est-ce que c'est sur une durée que tu as travaillé? Sur un nombre d'analyses? Un nombre de points? Combien de temps grosso modo ça dure ça? Alors, c'est une super question parce qu'en fait, là, pour le coup, sur la validation des désinfectants, je te disais, on a des normes, on a des protocoles, c'est super clair et cetera. Sur la vérification de l'efficacité de la décontamination des locaux, tu as une petite exigence qui est glissée dans l'annexe 1 comme ça et en fait, tu rien. T'as pas de normes, t'as pas voilà, tu n'as pas de texte, en fait, qui couvre ça. Donc après, moi, personnellement et peut-être que d'autres personnes feraient autrement, mais quand j'accompagne mes clients, ce que je propose, c'est de le faire un peu en mode, vraiment en mode vérification, plus en mode étude qu'en mode validation, déjà. Pourquoi? Parce que le mode validation, c'est l'annexe 15 qui s'applique, c'est un certain nombre de répétitions, c'est un maintien, validé, dans le temps et cetera. Alors ça veut pas dire qu'on veut fermer les yeux sur les changements qui peuvent impacter et au contraire, hein. Mais par contre, c'est que, on met des choses en place, on veut vérifier si ça marche. Donc concrètement, heu, ça va se dérouler en fait, sur un temps qui va dépendre du programme des décontaminations des locaux du client. On va faire en fait une étude juste après, heu, une, hem, une phase de nettoyage désinfection. Donc entre guillemets, c'est un peu notre T0. C'est-à-dire là, je viens de faire nettoyage désinfection, comme je viens de le faire, ma surface, elle est censée atteindre les spécifications que je veux, parce que sinon ça veut dire que je les atteindrai jamais, d'accord? Donc je fais mon nettoyage désinfection, je viens faire des prélèvements. Donc là, on peut le faire un peu en mode, esprit validation. Donc c'est-à-dire qu'on peut répéter sur différentes surfaces, 3 prélèvements par exemple. On peut le faire aussi avec 3 opérateurs différents, tu vois, qui font le nettoyage, désinfection. Comme ça, on se rend compte s'il y a un impact, une variabilité en fait qui est donnée par la personne qui fait l'opération en fait. Donc ça constitue notre T0 et j'allais dire, on pourrait presque s'arrêter là. Maintenant, dans l'idée, de la vérification d'efficacité du programme de décontamination, il y a quand même le maintien dans le temps. C'est-à-dire que
une de tes premières questions tout à l'heure, c'était OK, je désinfecte, mais après, une fois que j'ai désinfecté, qu'est-ce qui se passe? Et je te dis, en fait, tu recommences. Une fois que tu as désinfecté, tu vas utiliser ta zone, tu vas produire, tu vas passer, voilà, tu vas vivre en fait dans ta zone. Ta zone, elle va vivre. Et donc derrière, tu vas renettoyer, redésinfecter. Ou alors, je vais nettoyer, désinfecter, je vais utiliser, je vais juste désinfecter parce que je vais considérer que c'est pas finalement sale. Euh, je vais réutiliser, je reconsidère que bon, là, ça va encore, donc je redésinfecte. Puis bon, au bout d'un certain temps, je renettoie, je redésinfecte. Voilà, c'est des cycles en fait de nettoyage, désinfection, 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 nettoyage, désinfection, qui vont se répéter. Et donc du coup, ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce qu'on est capable de tenir une spécification microbienne sur une surface entre mon T0 où je viens de finir nettoyage, désinfection et le moment juste après où je vais redésinfecter. Parce que le moment juste après où je vais redésinfecter, mon but, c'est quoi quand j'ai imaginé mon programme, que normalement j'ai fait une analyse de risque, etc., c'est de dire, là, j'estime que j'arrive à un moment donné à une utilisation où, si je redésinfecte pas, je risque de dépasser la charge microbienne qui m'est autorisée en fait sur ma surface. Donc, je vais faire ma désinfection pour diminuer ma charge microbienne. Donc là, c'est le bon moment en fait pour reprélever juste avant cette désinfection et dire, pendant toute la durée où potentiellement j'utilise ma salle, mes équipements, etc., avec mon programme et donc du coup les fréquences que j'ai définies entre nettoyage, désinfection et désinfection, je suis capable de maintenir mes spécifications sur mes surfaces tout le long de ce temps, entre ces deux fréquences de redésinfection. Voir comme quelque chose de dynamique et pas quelque chose de statique. En fait, ton 25, tu dois jamais le dépasser et tu vas venir nettoyer, désinfecter avant de dépasser ça et ta fréquence va être déterminée aussi par ça, en fait. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus en formation ou chez les clients, les gens qui travaillent avec moi, je les bassine un peu avec ça. Mais en fait, on doit être capable de prouver, qu'on peut maintenir les spécifications attendues, sur les, surfaces à tout temps, à tout moment de l'utilisation d'une salle propre. Et donc ça, je le dis en fait pour le monitoring environnemental, pour les programmes, de décontamination des locaux. Et donc effectivement, le programme de décontamination des locaux, c'est différent d'un programme, enfin d'un plan de monitoring environnemental, mais en fait les 2 ils travaillent en fait ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je viens de faire mon monitoring environnemental, je viens vérifier que je suis capable en fait d'avoir les spécifications attendues sur les surfaces, pas seulement juste après avoir fait le nettoyage désinfection de mes surfaces. Je le fais en fait à un moment donné où ça fait peut-être 2 jours que j'ai pas désinfecté ma surface et où j'ai des gens qui évolue dans ma zone et donc je vais aussi, vérifier, les pratiques, est-ce que j'apporte pas trop de contamination et cetera. Donc tout ça, ça vit ensemble, c'est une espèce de, c'est une faut voir ça un peu de manière Symbiose. holistique et j'aime bien ce terme. C'est un peu la manière de penser la microbiologie en fait, c'est cette manière holistique, c'est cette maîtrise de la contamination en fait, au global, ça va tout, voilà, ça va tout ensemble et il faut vraiment penser ça, en fait, comme un système, voilà, comme un système, un processus, qui vit. Ok, donc une fois qu'on a fait la validation in situ, c'est bon, on est libéré, on peut considérer qu'on a fait notre validation des désinfectants. Juste de par ton expérience, combien de temps en tout ça prend du moment où on commence les discussions au moment où, alors j'imagine que ça va dépendre de plein de choses, du nombre d'échantillons, du nombre de souches, des allers-retours, mais grosso modo, on est plutôt en semaines, en mois, en années? Alors juste attention, je vais te taper sur les doigts. J'ai dit quoi? Tu dit tu dit, à partir du moment où on a fait notre vérification in situ, on peut considérer qu'on a fait notre validation des désinfectants. Notre validation des désinfectants, c'est vraiment la partie in vitro Ok, en ok, laboratoire. D'accord? Donc à partir du moment où on a nos résultats de laboratoire, on a vraiment validé nos désinfectants. On ok. peut vraiment présenter, nos résultats à notre inspecteur et on a vraiment validé nos désinfectants. La partie in situ, c'est vraiment la partie vérification d'efficacité de la décontamination des locaux, mais qui est quand même une exigence supplémentaire dans l'annexe 1, donc pour le pharma stérile, qu'il faut quand même qu'on remplisse. Après pour répondre du coup à ta question, ça prend combien de temps? C'est de l'ordre de, allez, j'allais dire 6 à 9 mois si, vous êtes vraiment,
chanceux, que tout se passe bien et que vous êtes prêt à démarrer au moment où vous appuyez sur le bouton et au moment où vous contactez un laboratoire ou si vous le faites en interne, que vous dites à votre laboratoire: «C'est bon, go». Et ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, si jamais, il y a des soucis. En fait, si, prenons le cas de vous y connaissez rien, vous décidez de vous faire accompagner, vous appelez quelqu'un, vous lui dites: «Voilà, on va faire une validation désinfectant, on ne sait pas quoi faire». OK, très bien. Donc là, on va regarder, il va falloir réunir, les souches, il va falloir réunir les surfaces, il va falloir faire monter toute cette stratégie pour, déterminer les conditions à valider. En parallèle, pour pas perdre de temps, on va contacter en fait, un laboratoire parce que partons du principe que vous n'y connaissez vraiment rien et que vous n'avez même pas de laboratoire de microbiologie en interne. Donc on veut pas froisser les microbiologistes du laboratoire interne. Du coup, on fait appel directement à un prestataire en externe. Donc là, on appelle ce prestataire et on dit: «Bon, bah, voilà, on décide de travailler avec vous pour la validation des désinfectants, et on a déterminé des conditions. Bon, bah, là, il faut que, déjà le laboratoire, il vous programme dans son planning, parce qu'il va falloir qu'il prépare les souches et cetera. Il va aussi falloir qu'il ait des fenêtres, de tir assez grandes pour faire tous vos essais. Donc déjà, il va falloir qu'il vous programme déjà parmi tous ses clients. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et ensuite les essais en laboratoire, bah, tout va dépendre du nombre de conditions comme tu le disais, mais il faut bien compter entre le démarrage des essais et le rendu des résultats, il faut bien compter 2 à 4 mois et ça, c'est si tout se passe bien. Voilà, c'est si tous les résultats sont conformes du premier coup, si tout va bien. Qui n'arrive jamais. Donc là, bah, ça arrive, rarement. Il y a toujours un petit quelque chose, en fait. Ouais, il y a toujours un voilà et ça va dépendre aussi si on a fait les essais en simplica, en triplica, voilà, donc il y a en termes d'interprétation, c'est pas pareil, donc ça va dépendre de plein de choses. Mais admettons, donc du coup, on a fourni au laboratoire, nos échantillons, nos souches, on avait tout ce qu'il fallait et tout s'est bien passé. Ils ont fait nos essais 2 à 4 mois. Donc là, on en est déjà, on va dire à allez, 5-6 mois au mieux, déjà depuis le démarrage du projet. Et si derrière, en plus, tu veux réintégrer la partie, vérification de l'efficacité, in situ, ben, du coup, il faut que tu établisses un protocole, il faut que tu, programmes les essais, donc peut-être que tu identifies différentes personnes pour faire le programme de nettoyage désinfection, que, tu aies, les géloses et le laboratoire qui peuvent les incuber, faire la numération à la fin. Voilà, donc ça va prendre aussi, on va dire un petit mois en plus. Donc vraiment, si tout se passe bien et que c'est, aux petits oignons, 6-8 mois. S'il y a des difficultés, si, au moment où tu appelles la personne qui va t'accompagner, ben, en fait, tu n'as pas, les surfaces, tu n'as pas tes souches de mise en conservation et cetera, ouais, tu peux facilement aller sur 1 an et demi, 2 ans. Doublé. Ouais, ouais, OK. Mmh. OK, OK. J'imagine ensuite que, c'est pas fini parce que, bah, chez un industriel, il y a un cycle de vie, de cette validation des désinfectants et justement, est-ce qu'il y a des moments où il faut refaire cette validation? Est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient changer? Et si oui, quels paramètres, auxquels il faut faire attention? Qui nécessiterait de revalider en fait les désinfectants. Ouais. J'aime bien le terme de cycle de vie du coup tu as employé, parce que le terme de cycle de vie en fait il faut le considérer à plein d'autres échelles que la validation des désinfectants. Mais ça on pourra faire d'autres podcasts à ce sujet-là. Mais c'est vrai que, bah, une validation en fait c'est le principe de validation, c'est quand est-ce qu'on doit revalider et on doit revalider, ben, à certaines fréquences, donc qu'il faut définir, hein. On a malheureusement aujourd'hui pas de catalogue qui nous dit, enfin l'annexe 15 ne nous dit pas, revalider, telle chose à telle fréquence et cetera. Ça en fait, ça doit être basé sur une analyse de risque, une analyse de criticité, hein. Plus mon, processus, plus mon procédé est critique et plus je dois le valider, le revalider, à fréquence régulière ou en tout cas plus je dois, évaluer fréquemment la nécessité de le revalider, minimum. Et ça, je veux dire, c'est le minimum, le socle de base. Et puis après, il y a tout ce qui va pouvoir varier, en fait, dans la vie, du site, qui va faire qu'effectivement, il va falloir, relancer la validation. Et donc
notamment tous les paramètres de la validation. À partir du moment où tu vas faire varier ce que tu as validé dans tes désinfectants, je disais une condition à tester, c'est un désinfectant, une surface, un temps de contact, une souche de référence ou une, souche site et une action mécanique ou pas. Donc ça, c'est les 5 paramètres d'une condition que je vais tester. À partir du moment où, on fait varier un de ces paramètres-là, il faut revalider. Donc si je fais varier mon paramètre, désinfectant, c'est-à-dire si, mon fournisseur il me dit: désolé, j'arrête ce produit-là, il va falloir en choisir un autre». Bon, j'ai un nouveau désinfectant. Si, C'est on me dit: presque le pire des on cas, change la ça. composition». Ah oui, là, c'est vraiment le pire des cas, c'est un peu gros d'ailleurs, mais normalement on est averti un peu à l'avance quand même. Mais si on change la composition, malheureusement, si on change la composition du désinfectant, on change, potentiellement son efficacité. Alors après, c'est vrai que le fournisseur va pas changer la composition comme ça, hein. Il va faire des études, il va vous avertir et cetera, mais n'empêche que, voilà, quand vous êtes avisé d'un changement, comme ça, il faut quand même se poser la question de, est-ce qu'il faudrait quand même pas mieux que je vérifie, que tout se passe bien? Donc à partir du moment où j'ai un changement au niveau de mon désinfectant, il faut que je revalide. À partir du moment où j'ai un changement au niveau de mes surfaces, donc là, typiquement, si vous faites un revamping, en fait, s'il y a quelque chose qui est modifié ou un nouvel équipement qui rentre, par exemple, dans la salle, un nouvel équipement qui est dans une surface qui n'a pas été, considéré dans l'ensemble des surfaces qu'on avait étudiées au départ. Peut-être que cette surface, elle rentrerait dans une des familles de worst case qu'on a établies, mais il faut l'évaluer, en fait. Donc il faut quand même évaluer la nécessité de revalider ou pas. Et si cette, nouvelle surface, je suis pas capable de la mettre dans un des worst case que j'avais constitué et que j'ai validé, ça me fait une nouvelle surface à valider. Le temps de contact. Si je me rends compte que, par exemple, j'ai fait ma validation des désinfectants, c'est efficace, ça marche nickel et cetera. Puis là, je me rends compte que in situ, finalement, ça marche pas super bien. J'ai des résultats, qui sont peut-être très proches, de la limite ou qui parfois, arrivent au-dessus, en fait, de la limite que je me suis fixée ou de la spécification. Je me dis: «Bon, c'est peut-être que le temps de contact, il est pas assez long». Ou peut-être que voilà, j'ai réussi à le valider, mais dans les faits, je diminue pas assez. Je vais peut-être, valider un temps de contact, plus long. Donc si je veux valider un temps de contact plus long, il faut que je revalide. Voilà, donc c'est à partir du moment où je vais faire varier, un des paramètres de la validation, il va falloir, revalider ou en tout cas se poser la question de revalider et attention, en fait, c'est surtout attention aux changements qu'on ne perçoit pas forcément, comme un impact direct sur la validation. Et ça, c'est hyper essentiel en fait, dans cette notion, cycle de vie, que ce soit à l'échelle de la validation des désinfectants ou d'autres choses, c'est la maîtrise du changement. Et la maîtrise du changement, je dis toujours à mes clients, je trouve parfois ça un peu, léger, la manière dont c'est considéré parce que, on n'a pas forcément l'évaluation, poussée, de personnes qui ont, vraiment la vision, maîtrise de la contamination, assurance de stérilité et de toutes les interactions qui peuvent y avoir en fait entre le monitoring environnemental, le programme de bio-nettoyage et cetera. Ça, il faut vraiment avoir une personne qui évalue, les change control avec une vision très claire et très globale, pour s'assurer que, OK, je rentre une nouvelle paillasse dans ma salle, c'est pas juste rentrer une nouvelle paillasse. C'est rentrer une nouvelle paillasse, ça va avoir un impact, sur mon aérolique. Il va peut-être falloir que je refasse des tests de qualification. C'est peut-être une nouvelle matière et donc du coup, il va peut-être falloir que je refasse de la validation des désinfectants. C'est peut-être un changement dans mes flux et donc du coup, il faut peut-être que je remette, des prélèvements supplémentaires dans mon monitoring environnemental. Voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut penser et c'est vrai que à l'échelle de la personne qui ouvre son formulaire de change control pour dire: «Je veux juste rentrer une nouvelle paillasse dans ma salle», ça lui semblait pas grand-chose, mais peut-être qu'en fait, ça va avoir des impacts, assez importants. OK. Un des paramètres dont tu t'en as évoqué 5, mais là, tu en as pas reparlé, c'est, la flore endogène. Mmh. Est-ce que, c'est un paramètre qui est aussi à prendre en compte en se disant: «Bah, tiens, j'ai une nouvelle souche que j'avais jamais vue avant, est-ce
comment est-ce qu'elle réagit par rapport au désinfectant. Donc ça, si tu commences à avoir un nouveau type de souche, je sais pas, un sporulé par exemple, peut-être qu'il faut aussi refaire une validation des désinfectants ou pas? Alors oui, ça peut en fait, déjà, quand tu fais une validation, normalement, tu définis déjà au démarrage de ta validation les paramètres qui vont te faire, revalider et donc notamment ces changements de flore parce qu'effectivement quand tu fais, ta validation initiale, tu vas regarder en fait, ta flore, mais on va pas valider toutes les souches du site, c'est pas possible en fait. Donc c'est vrai et on peut se poser la question, j'avais lu un article à un moment donné, je sais plus où, mais qui disait mais ah non, c'était une présentation, c'était une présentation, qui était très très intéressante, ça y est, je me souviens, qui disait, «Est-ce que finalement, quand on utilise les souches sites, on doit utiliser forcément que le top? Le top 1, le top 2, le top 3, le top 5, le top 10?» Parce que, finalement, c'est ceux, qu'on retrouve le plus souvent, qu'on sait un peu comment ils réagissent et cetera. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ceux, qu'on retrouve un peu au bas de la liste là, ceux qui apparaissent pas souvent et justement, ceux qui feraient une excursion à un moment dans la liste qu'il faudrait que je considère. Ça, c'est une question très, très intéressante qu'on pourrait débattre et voilà, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai, des nouvelles, souches qui font, leur apparition dans ma liste de souches identifiées sur le site, il faut effectivement, je me pose la question: «Est-ce que cette souche, il faut que je l'inclue?» Alors, il peut y avoir plusieurs, critères à prendre en compte. Est-ce que, si évidemment cette souche, je me mets à la trouver dans mon top 3, alors que elle n'existait pas l'année dernière et d'un seul coup je la trouve tout le temps. Bon, ça peut paraître évident que se dire: «Bah oui, elle est dans mon top 3, elle est là, elle est hyper présente, il va falloir que je la teste». Mais il y a peut-être d'autres critères. Est-ce que par exemple c'est peut-être une souche d'un micro-organisme qu'en fait, je pourrais considérer comme un micro-organisme un peu indésirable, un micro-organisme d'intérêt que je veux pas en fait. Alors OK, je le retrouve pas souvent, mais je le retrouve peut-être quelques fois et finalement lui, s'il arrivait sur mon produit, ça m'embêterait vraiment beaucoup. Donc potentiellement, oui, ça peut être intéressant de l'inclure. En fait, c'est tous ces critères-là qu'il faut, j'allais dire, un peu prédéfinir au démarrage de la validation pour se dire pour pas avoir à se poser la question le jour où ça arrive. Voilà, c'est dans quel cas je considère qu'il faut que je revalide. Donc oui, il y a l'entrée des nouvelles souches évidemment et puis il y a aussi le déséquilibre en fait de la flore. Tout à l'heure, je disais la répartition assez classique, sur un site, c'est d'avoir, 80 de flore, d'ailleurs on dit plus flore, on dit microbiome. Je pense à mes amis microbiologistes qui m'ont dit ça. Donc 80 de microbiome, humain et puis 20 de plus environnemental. Mais si, je fais mes analyses de tendance, correctement et que, d'une année sur l'autre, je me rends compte que j'ai quelque chose qui se passe et que j'ai un déséquilibre, en fait, qui se crée et que, allez, je prends quelque chose de très, très gros, mais je passe sur du 50-50, j'ai en fait ma flore environnementale qui a vraiment pris le dessus sur ma flore humaine en fait et donc oui, potentiellement, j'avais pu choisir un représentant de la flore, environnementale, seulement dans ma validation des désinfectants, sauf que maintenant elle représente plus de 50 de la flore que je retrouve sur le site. Bon du coup, je peux peut-être envisager effectivement, d'inclure des nouvelles souches dans ma validation. Voilà, donc c'est voilà un petit peu tous ces paramètres-là qu'il faut essayer de penser au départ. Et maintenant, je vais jeter un pavé dans la mare. Est-ce qu'il y a des micro-organismes qui peuvent développer des mécanismes de résistance aux désinfectants? Et si c'est le cas, faut-il revalider de nouveaux désinfectants? Alors j'imagine que si c'est le cas, tu vas les voir apparaître sur tes contrôles environnementaux. Peut-être que tu pourras aller plus loin qu'une simple identification et peut-être faire du typage et voir s'il y a effectivement de la résistance. Hem, ou de la génomique en tout cas, et voir s'il y a des résistances au mais est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Alors la question elle est pas simple puisque comme tu disais, s'il y a quelque chose qui se produit, voilà, une variation dans la flore, en fait, on va voir des choses apparaître, mais en fait, on n'aura aucune certitude de savoir est-ce que j'ai une variabilité dans ma flore parce que j'ai un développement de résistance qui s'est mis en place? Ou est-ce que c'est parce que j'ai changé des pratiques? Est-ce que j'ai un nouvel opérateur? Est-ce que, j'ai un nouveau flux, un nouveau fournisseur qui stocke des cartons dans un endroit et que du coup, moi, ça me fait rentrer plus de contaminants d'un certain type et cetera?
c'est impossible en fait à savoir. Tu peux avoir des hypothèses, mais ça sera pas possible de vraiment le savoir. Après à savoir s'il va falloir du coup, revalider, bah, j'allais dire c'est voilà, tout va dépendre du micro-organisme en question, quoi. Enfin, Ouais, il faut déjà le voilà, il va f détecter, savoir que c'est tout le temps le même. Est-ce que oui, ouais, effectivement, là, c'est facile parce qu'on parle de ça et on se dit qu'il y a une résistance, mais dans la vraie vie, dans le laboratoire, ça peut être multifactoriel et on pense pas ça à ça en 1er. Et pas comme forcément. je suis pas sûr que, les labos se relancent régulièrement dans le temps dans des validations de désinfectants sans changement, enfin sauf changement, mais donc ça, il pourrait ne pas le voir tout de suite en fait aussi, Oui. ouais, OK. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis je suis pas sûre que ce serait la première chose à laquelle tu penserais. Et puis alors sur le papier, ça reste purement théorique, sachant que la microbiologie, c'est loin d'être, purement théorique et on sait très bien que, c'est jamais 100 vrai non plus. On reste dans la microbiologie. Hem, sur le papier, si on a vraiment l'utilisation d'une alternance, de sporicides, et désinfectants, normalement, on limite le risque de développement de résistance. Encore une fois, je prends des pincettes quand je dis ça parce que, bon, après, on est sur du vivant, il peut se passer beaucoup de choses, qu'on n'imaginera pas. Mais sur le principe, ça devrait pas être la première explication qui explique, hem, le déséquilibre, l'observation du déséquilibre d'une flore, par exemple, ou l'apparition d'un nouveau type de micro-organisme. Justement, on parlait de cycle de vie de validation des désinfectants. Dans ton expérience, comment est-ce que ce cycle de vie est géré par les laboratoires? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement, c'est-à-dire qu'ils se réunissent régulièrement pour en discuter ou c'est quelque chose qui est sous-représenté? Alors je pense que ma réponse, ça sera un petit peu biaisée parce qu'effectivement, moi, je suis contactée par des fabricants qui ont besoin d'aide, en fait, d'être accompagnés sur, la validation des désinfectants. Donc souvent, ils ont un peu de connaissances ou ils savent pas comment s'y prendre et cetera. Donc en général, ils sont pas précurseurs, sur le sujet. Et donc du coup, déjà, le fait qu'ils se lancent dans une validation de désinfectants, c'est déjà bien. D'ailleurs, souvent, il y a quand même pas mal de sites qui se lancent dans une validation de désinfectants après avoir eu des non-conformités en inspection. Donc clairement, moi, j'ai jamais eu affaire, mais peut-être que ma réponse est biaisée, encore une fois, j'ai jamais eu affaire à des sites qui sont proactifs sur la partie cycle de vie au niveau validation des désinfectants. OK. Ensuite, j'avais des questions sur l'alternance des désinfectants, mais tu en as déjà parlé. Donc juste pour résumer, là, ce qui est demandé, c'est d'alterner entre, un sporicide et un non sporicide, c'est ça? Oui, Ou c'est ça. OK. Et Bah, en si fait, bah, c'est est-ce que tu oui, pourrais vas-y. utiliser qu'un seul désinfectant sans alterner, mais qui soit sporicide et tu utilises tout le temps un sporicide? Alors, je dirais non, dans le sens où, bah, du coup, tu as pas le principe de l'alternance, Ouais, en fait, OK. déjà, parce que le principe du sporicide, c'est déjà on sait que le sporicide, il a c'est ni un ammonium quaternaire, enfin, il agit pas de la même manière que les types de désinfectants qui, eux, ne sont pas sporicides, déjà. Donc tu pas le principe, de l'alternance et puis, de toute façon, les sporicides, ils sont, bactéricides, levuricides, et cetera. Mais quand même de manière, moins efficace, moins ciblée que d'autres OK. désinfectants qui ne sont pas sporicides. Donc en fait, on perdrait en fait en spectre d'efficacité sur, les micro-organismes qui sont pas sporulés. OK. Donc quoi qu'il arrive, et quand on parle de validation des désinfectants, il y en a au minimum 2. Au minimum 2. Oui. Et quand on valide un désinfectant, on est bien d'accord que c'est une référence chez un fournisseur. C'est-à-dire que si on a la même formulation chez un autre fournisseur, on considère qu'on change de désinfectant et il faut refaire une validation. En tout cas, il y a une analyse de risque et peut-être qu'on n'est pas obligé de tout refaire, mais on est quand même obligé de refaire un certain nombre de points, j'imagine. Alors, je t'avoue que je ne sais pas s'il existe des désinfectants qui sont Ah oui, strictement les oui. mêmes, vraiment avec la formulation exactement la même d'un fournisseur à l'autre. J'ignore. Donc je pourrais pas te dire. Moi, je me dis que, c'est pas le nom du fournisseur qui fait la composition du produit, hein. Si vraiment la composition du produit, elle est exactement la même, je me dirais: «Bah, c'est le même produit».
Tu vois, c'est juste pas le même packaging. Mais dans les faits, je sais pas si ça existe. Donc, Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, ça mériterait peut-être une analyse de risque. mmh, Je sais que sur les milieux de culture qui sont utilisés dans les contrôles environnementaux, donc souvent c'est du TSA plus un neutralisant. On a beau avoir les mêmes compositions, on va dire, sur l'étiquette, quand tu passes d'un fournisseur à un autre, tu revalides quand même. Parce qu'en fait, il y a des performances qui sont quand même différentes. Les matières premières ne sont pas les mêmes, les peptones, l'agar. Donc tu peux avoir des différences. La boîte en elle-même, les matériaux, le plastique, etc., peut être aussi différent. Donc je sais que tu revalides. Donc je me dis que là, à mon avis, tu dois revalider, j'imagine. oui, possiblement. Après, c'est clair, dans ton exemple, on est sur des milieux nutritifs, donc il y a un aspect un peu vivant. Là, sur du désinfectant, on est sur de la Sur la chimie, chimie, donc ouais. mais honnêtement, je Faudrait voir s'il y a le cas ou pas d'ailleurs. Ça pourrait être le cas sur oui. un rachat, peut-être avec un changement de fournisseur en gardant peut-être la même formulation. Euh, ok, maintenant, est-ce que tu as des exemples, des cas concrets, des anecdotes que t'en as déjà partagé pas mal pendant le podcast, mais pendant des validations, des choses, des erreurs, des trucs un peu drôles que t'as vus? Oui, bah, je pourrais partager 2 anecdotes. Bah, je prenais l'exemple tout à l'heure du temps de contact et j'étais assez surprise en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour un client où voilà, je faisais toute la partie, microbiologie donc j'ai eu accès à pas mal d'informations, là-dessus et j'étais assez étonnée, en fait, de me rendre compte que le client en question avait validé, un temps de contact justement inférieur. Tu sais, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, un temps de contact qui était Oui. inférieur à ce que le fournisseur, en fait, ce que le fournisseur avait préconisé, enfin, avait lui-même validé en suspension, sur son packaging. Et ça avait fonctionné. Ah ouais. Voilà. C'est pour ça que ouais, 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 ça avait fonctionné. Donc après, c'est vrai que je disais: «Ben, c'est risqué, hein, partir là-dessus». C'est-à-dire que moi, j'aurais pas conseillé de partir là-dessus, mais eux l'ont fait et ça a marché. Donc voilà, comme quoi ça reste du vivant. Il faut pas partir avec des a priori, hyper butés, mais ça reste n'empêche un risque, je trouve. Ça, ça- ça- Et ça veut puis juste dire que avant de lancer toute la machinerie d'une validation avec énormément de tests, tu veux peut-être faire une pré-validation en prenant un peu un worst case en se disant, bah tiens, au lieu de 5, je fais 1 minute sur ma matière la pire avec le micro-organisme le plus résistant et je vois si ça fonctionne ou pas. oui, Euh, après pourquoi le faire? En fait, je trouve que ça a pas forcément d'intérêt parce que, normalement ton désinfectant, c'est quelque chose que tu utilises en dernier et normalement le désinfectant, ça devrait pas être, compliqué, de le laisser, agir pendant un temps de contact donné puisque normalement tu es rien censé faire derrière à part si tu décides de rincer. Auquel cas, oui, tu attends ton temps de contact avant de rincer ton désinfectant. Mais c'est le seul cas, où entre guillemets, enfin tu peux lui laisser le temps d'agir à ton désinfectant. Donc pourquoi aller valider 1 minute si ton fournisseur lui l'a validé 2, tu vois? Enfin, si vraiment tu es pressé à la minute. Parce que tu pourrais le faire, des essais de pré-validation, mais en fait ça coûte de l'argent et voilà. Et pour moi, je dis, lancer des essais, il faut que ça ait un intérêt. Si ça coûte de l'argent, il faut que ça ait un intérêt, en fait. Et si ça n'a pas d'intérêt, si en fait concrètement, ton fournisseur il te dit: «C'est 2 minutes que moi j'ai validé», pourquoi aller chercher à valider 1 minute si tu peux faire 2 minutes? Encore une fois, si tu as une contrainte opérationnelle, qui est par exemple que, bah, en fait tu n'arrives pas à maintenir un temps de contact de 2 minutes parce que ça sèche trop vite, parce que tu as un énorme renouvellement d'air dans ta salle, oui, là oui, c'est un intérêt. Mais si t'as pas de contrainte, ouais, pourquoi le faire? ça a du sens. Ouais. Mmh. Tu disais que tu avais d'autres anecdotes? Ouais, non, bah, l'anecdote, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure parce que mon cas était un petit peu inspiré. C'est vraiment ce client, en fait, qui me donne sa liste de souches. On part sur, là, on décide d'un top 2 au niveau bactéries. Donc il avait,
Micrococcus luteus et Staphylococcus, quoi, enfin assez classiques en termes de bactéries et pas forcément besoin de considérer d'autres souches, Gram moins, enfin voilà, en fonction des sites, de ce qu'on fabrique, il faut aussi parfois aller plus loin que simplement le top 2, mais là, voilà, il y a pas besoin de particulier. Donc on part sur le top 2 et pour la mise en conservation, donc ils avaient rien en fait au départ. Le Micrococcus luteus, ils le retrouvent, pas de souci et le Staphylococcus qu'ils trouvaient en fait à chaque série de contrôle avant, ils le retrouvaient, tout le temps quoi en fait. Bah là, ils ont mis, 5 ou 6 mois, de mémoire en fait à le retrouver. Ils le retrouvaient plus. Voilà. Alors qu'on parle d'un Staphylococcus quoi, je veux dire le truc que tout le monde a sur son Il site. fallait prélever les opérateurs directement, peut-être. Ouais. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Mais c'est vrai que du coup, c'était un petit peu agaçant parce qu'on se dit: «Mais c'est pas possible, c'est vraiment le truc qu'on trouvait tout le temps avant, limite, sur les contrôles hebdomadaires, tu pouvais le retrouver à chaque fois et il a pas moyen de le trouver» et en fait, ça nous a fait prendre un peu de retard dans la validation à cause de ça, en fait, quoi. Ouais, alors Voilà. après, au pire, tu peux Donc commencer par c'est les autres, mais ouais, c'est souvent, c'est comme ça, en fait, ouais. Ouais, c'est ça et donc c'est pour ça que je dis ça fait partie des 3 conseils que j'ai donnés, en fait, au départ. Je dis: «Bah, si vous savez que vous allez vous lancer dans votre validation désinfectant, si vous n'avez pas encore lancé la conservation de vos souches», parce qu'il y a pas que pour la validation désinfectant, hein, qu'on utilise des souches sites, il y a d'autres cas, bah, faites-le parce que ça vous servira de toute façon et ça vous évitera un petit peu des déconvenues de ce genre. Ouais, bah, c'est une super, transition parce que justement, on arrivait à la conclusion et ma conclusion, c'était quels sont les conseils que tu pourrais donner, aux laboratoires qui souhaitent réussir leur validation de désinfectants? Je sais pas si tu en as d'autres, mais, ce que j'avais noté et je vais pas te le faire répéter, mais je vais le dire à ta place, c'est se faire accompagner. J'ai Je noté. crois que c'était le conseil numéro 1. Oui, c'était le conseil numéro un. C'est, Mmh. bien faire l'inventaire de toutes les surfaces et si possible, collecter, garder des échantillons de chacune de ces surfaces-là. Et le troisième, c'est, garder systématiquement toutes les souches, sites en conservation, dans des cryotubes par exemple, parce qu'à un moment donné, on en aura besoin, que ce soit pour la validation des infectants ou pour 2 types de validation. Ça peut toujours être utile de les conserver. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Hem, non, je pense que ces conseils-là déjà c'est on va dire les 3 conseils qui permettront, on va dire d'éliminer 80 des problèmes. Donc si on part sur le 80-20, au moins on a fait une grosse partie du travail, en appliquant ces 3 conseils-là. OK. Et donc si on veut se faire accompagner, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Si tu es présente sur les réseaux? Oui, bah, je suis joignable sur LinkedIn, donc à Ségolène Lebrun, voilà. Après j'ai ma société donc du coup qui s'appelle Sterilex Lebrun Consulting si jamais, il y a un besoin d'accompagnement. Voilà, c'est une société qui est immatriculée, voilà donc on peut faire un accompagnement sous forme de conseils, on peut faire des formations, on peut faire tout un tas de choses, voilà donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez, te contacter toi éventuellement, pour avoir, mon mail, mon téléphone, voilà, il y a pas de souci, je suis facilement joignable et je réponds rapidement. OK, bah, en tout cas, si je reçois des messages, je te transférerai et puis je vous mettrai, directement en contact. En tout cas, merci beaucoup Ségolène. 1 heure, je vois 1h51 de podcast, c'est largement le plus long. On a même doublé par rapport à la dernière fois. Alors je ne sais pas s'il y en a qui arriveront jusque-là. En tout cas, moi j'y suis et j'ai bien apprécié, j'ai appris plein de choses. Et puis, bah, s'il y en a qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. On fait, des podcasts sur le pharma, sur la cosmétique, sur l'agroalimentaire et toujours dans le domaine de la microbiologie. Voilà. Merci beaucoup Ségolène. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire avant de nous laisser? Merci beaucoup à toi Pierre, c'était un plaisir, tu le sais, hein, de collaborer avec toi et je suis très contente du coup d'avoir participé à un de ces premiers épisodes de podcast de Super Microbiologiste et puis, hâte, d'écouter, les prochains qui suivront. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Si vous aussi vous avez une expérience à partager, contactez-moi. J'accepte toutes les histoires à partir du moment où ça se passe dans un labo de microbiologie. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.supermicrobiologiste.com, sur le compte LinkedIn Super Microbiologiste et dans notre newsletter qui est envoyée tous les jeudis
et dans laquelle vous retrouverez les dernières infos de la microbiologie. Je vous dis donc à bientôt, vive la microbiologie et vive les super microbiologistes.